Qui aurait pu prédire ? Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Une bonne vieille viande issue de chez nous. Le 1000e tour commence ce soir. Je les invite à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividendes. Explosion ! Et bonjour, bonsoir, et on se retrouve pour le 3e épisode de la saison 2, du 1000e tour. Bonsoir à mes invités, salut. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va bien. Je vais vous présenter tout de suite. À ma gauche, il y a Arwa Barkala, bonsoir. Bonsoir. Arwa, tu es journaliste. Ouais. Basé à Dakar. Oui, c'est ça, au Sénégal. Et tu fais des trucs super sérieux et de ouf. Oui, en fait, je suis la rédactrice en chef région de l'OCCRP. Donc, l'OCCRP, c'est l'Organized Crime and Corruption Reporting Project, et c'est un consortium international de journalistes contre le crime organisé et le blanchiment d'argent. Ouais. C'est bien. Alors, donc là, déjà, les auditeurs et auditrices se disent d'accord, ok, là, on est sur quelque chose. Sur du Louvre. Voilà, là, on est plus sur Mousteri qui fait des mèmes sur Twitter. On adore Mousteri. Oui, l'année dernière, t'avais sorti, enfin, toi et d'autres avaient sorti une espèce de gros truc sur du trafic d'armes. Oui. Au Sénégal ? Oui, au Sénégal. On avait sorti une enquête sur un trafiquant d'armes notoire qui avait passé un contrat avec le ministère de l'Environnement du Sénégal, un contrat d'armes, alors que celui-ci... De l'environnement ? Ouais, c'est juste pas logique, mais ouais, that's the point of the oui, c'est le investigation. Truc qui c'était pas public, en fait. Enfin, en tout cas, ouais. ça, ils ont pas affiché ça, évidemment. Oui. Et en fait, tu remarques qu'il y a eu un contrat entre le ministère de l'Environnement et un trafiquant d'armes. Donc, dans la liste des matériels qui étaient supposés être livrés, à ce jour, on ne sait pas s'il a été livré. Il y avait des fusils d'assaut, etc. Donc, des fusils d'assaut, des véhicules, etc., des fusils à pompe. Et en fait, c'était très bizarre la façon dont ça a été facturé. Donc, ça a été clairement surfacturé de toute façon. Et il y avait le nombre d'articles livrés, mais il n'y avait pas le prix unitaire, par exemple. Alors, le contrat, il est disponible sur le site internet de l'OCCRP, donc c'est un article qui est écrit en anglais. Et voilà, et en fait, il y avait beaucoup de choses assez floues. Et ce contrat a été signé, bel et bien signé, via un intermédiaire. Donc on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand il y a eu des retombées, le gouvernement du Sénégal a vraiment un peu botté en touche, je dirais. Ils ont vraiment complètement... Ils n'ont pas du tout répondu à nos questions. Déjà, ils nous ont ignorés dans un premier temps, mais en plus, quand c'est sorti dans la presse, ça a fait scandale, évidemment, et parce que c'est de l'argent public. Et c'est un contrat d'une valeur de 70 millions de dollars. Et ils ont pas du tout répondu aux questions, même après dans leur communiqué, via leur porte-parole. Donc voilà, moi ça a fait beaucoup de pression sur moi, puisque la presse... Ouais, c'était la question que je voulais te poser, oui. Ouais. Ça va ? Ouais, ça va. Est-ce que j'ai besoin de fermer un peu plus les volets de chez moi, ou est-ce que c'est ok ? Ouais, il faut toujours être plus prudent, ça c'est sûr, puisque maintenant je pense que depuis cette histoire-là... on me surveille un petit peu, je pense, sur ce que je dis, peut-être sur Twitter, ou ce que je fais même au Sénégal, mais ça, je pense qu'il faut être prudent en règle générale, de toute façon, quand on est journaliste, parce que souvent, dans certains pays, on est un peu considéré aussi comme des gens comme étant des personnes qui travaillent pour les renseignements ou des choses comme ça, enfin, qu'on soit en couverture. Le nombre d'histoires de journalistes qui se font arrêter parce qu'ils sont accusés d'espionnage. Oui, ça arrive souvent en Iran, mais des fois, on nous prend un petit peu pour des espions, mais alors que c'est faux, et puis moi, pour le coup, franchement, le Sénégal, enfin, moi, personnellement, ils m'ont pas emmerdé, mais je sais que il y a des journalistes pour moins que ça qui ont été arrêtés, comme Papa Lénian par exemple. Je crois que son arrestation est survenue 4 jours après ou une semaine après la révélation de mon enquête. Donc c'est voilà, on a une pensée pour lui, mais c'est assez inquiétant la façon dont la tournure des choses, enfin. Ma phrase est pas très français, mais la façon dont les choses tournent un petit peu en ce moment, c'est un peu inquiétant, mais dans le monde entier, en fait. Oui, dans le monde entier, et on va revenir d'ailleurs tout à l'heure sur ce qui a pu se passer aussi en France. Ouais.
sur ça. Malheureusement. Et mon deuxième invité, c'est Louis Viter. Ouais, bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu ? Ça roule. Merci d'être venu. Tu es photo-reporter ? Exact. Journaliste aussi. Journaliste aussi, carte les de deux. presse, tout ça. à fait. Super. On a beaucoup entendu parler de toi, notamment à l'époque où tu t'es basé à Calais. Et tu as beaucoup suivi tout ce qui pouvait se passer autour des réfugiés à Calais, de ce qu'on a appelé la jungle de Calais, des mouvements de migration qui se stabilisent à Calais en attente de passer la frontière franco-britannique. De ça, t'en as sorti un livre qui est sorti récemment. En février dernier. En février dernier, qui s'appelle L'Abattu. L'Abattu, l'État, la police et les étrangers. Aux éditions du Seuil. Et ça raconte un petit peu, du coup, comment cette frontière est gérée par l'État français depuis 2016, 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Et récemment aussi, t'as passé quelques temps à Mayotte. Ouais, exact. Le 101e département français qui vit une crise sans précédent, sociale, politique, et puis aujourd'hui une crise de l'eau assez folle. Une crise de l'eau et du coup une crise sanitaire aussi, forcément. Et donc là, c'était à l'époque du début de l'été quand il y a eu l'annonce de l'opération Wambouchou. Exact, opération Wambouchou, quelques mois avant l'été, décidée un peu unilatéralement par Gérald Darmanin et ses services, où on a vu débarquer sur l'île plusieurs centaines de policiers et gendarmes mobilisés dans un but très simple, qui est la destruction des bidonvilles et l'expulsion des sans-papiers qui vivent à Mayotte. Et du coup, comment t'as vécu cette période et t'en as tiré quoi niveau à la fois niveau personnel et à la fois niveau journalistique, j'ai envie de dire? D'un point de vue journalistique, on se rend compte que les méthodes de l'État français dans la lutte contre l'immigration clandestine, ce qui est affiché, mais contre l'immigration tout court, sont un peu les mêmes. Et à Mayotte, en fait, il y a ce truc-là autant à Calais, on est beaucoup de journalistes à travailler, sur les campements d'exilés parisiens, pareil. Mais Mayotte, c'est loin, ça coûte cher d'y aller, et donc il y a un peu une possibilité pour les forces de l'ordre et pour l'État de faire ce qu'il veut quand il veut, et la présence de journalistes n'était pas forcément la bienvenue. D'accord. Et t'as senti ça quand t'étais sur place? Ah oui, c'était super cadré. Les premiers jours des expulsions des bidonvilles, même si on avait tenté de s'y pointer la veille au soir, de dormir sur place et d'être là aux aurores, tout de suite les gendarmes sont arrivés vers nous. Au petit matin, ils nous ont dit vous dégagez, vous mettez là. Les premiers expulsés étaient les journalistes avant même. Non, les habitants étaient partis d'eux-mêmes. Dans les jours qui précédaient, il en restait quelques-uns, les irréductibles qui voulaient pas bouger. Mais oui, quand les gendarmes ont croisé des gens avec des appareils photo et des caméras sur place au petit matin, ils ont dit vous bougez de là et après vous rentrerez accompagné des services de la préfecture, de la communication, du ministère de l'Intérieur. Oui, avec le vernis. Voilà. Ok. Ah, ok. Et sinon d'autres projets. Toujours en se concentrant sur ces thématiques liées à l'exil, donc que ce soit dans les pays de départ, d'où les personnes sont forcées à partir. Hein. Ouais. J'étais en Ukraine au début de la guerre, à suivre aussi les personnes qui fuyaient dès le début en fait de l'invasion russe à l'est, et puis dans les pays d'accueil, donc que ce soit en Europe de l'Est ou en France, c'est continuer à suivre un peu comment l'Europe se place face à ce sujet-là, mais je suis pas très optimiste. Ok, super. Merci. Donc, le Millième Tour, c'est un podcast dans lequel on parle d'actualité politique, bien évidemment, et on s'amuse un petit peu, et on joue, et on va parler d'actu dans un premier temps. Et du coup, est-ce qu'il y a un sujet que vous vouliez mettre comme ça sur la table, là, le poser directement et dire je pose ça là? Parce que Arwa, en fait, quand je l'ai croisée en ville tout à l'heure, elle m'a dit oui, Jean-Pierre Elkabbach, il faut que je parle de Jean-Pierre Elkabbach. J'ai beaucoup de choses à dire sur la mort de Jean-Pierre Elkabbach. Donc, si tu veux, on commence là-dessus. Comme ça, au moins, voilà, on est débarrassé mentalement. On se dit ok, ça c'est fait. Jean-Pierre Elkabbach, on en a parlé. J'avais pas prévu d'en parler, mais Jean-Pierre Elkabbach, voilà, est décédé hier. On va dire que c'est ça en fait. Je pense que ça va être l'événement de la semaine, puisque là on enregistre au moment. Il est mort hier, donc il est mort la veille. Et en fait, Jean-Pierre Elkabbach, là, il va y avoir des pluies et des pluies d'hommages, parce que c'est vrai que c'est un journaliste, ça fait quand même 50 ans qu'il est journaliste, mais il est quand même cité parmi les journalistes les plus, le modèle alpha du chien de garde. Ouais, voilà, du qui dîne avec chaque président. Voilà, exactement. Enfin, la proximité, elle est assumée.
il y a énormément de personnalités de gauche comme de droite qui lui rendent hommage, etc. Mais en fait, finalement, le parcours d'El-Kabach, il est marquant parce que lui, il a vécu toutes les interviews de présidents de la 5e République. Il a fait la dernière interview de Mitterrand. Mais en fait, ce qui était vraiment... comment dire, ce qui était vraiment drôle en fait chez Jean-Pierre El-Kabach. Bon, on sait de toute façon son parcours. Il y a eu l'affaire des producteurs de France Télévisions. Enfin, ça c'est un peu un truc technique. Je vais pas rentrer. C'était un peu le truc c'était un truc scandale. Dans les années 90, non? Exactement. Ouais. C'était un truc dans les années 90 où il était président de France Télévisions, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai révisé assez rapidement tout à l'heure dans le jus. Et en fait, je crois que les présentateurs, les producteurs animateurs, voilà, il y avait Jean-Luc Delarue qui était cité dans cette affaire. Il y avait Arthur. Je me souviens de ça à cause des Guignols. Oui. Qui ont beaucoup fait des trucs là-dessus sur cette période-là de France Télé, notamment de France 2. Oui. Alors c'est une époque où moi j'étais trop petit, mais c'est en regardant des vieux Guignols que du coup j'ai compris cette période-là où vraiment France 2 essayait de gagner en audience, et ça devenait un peu télé-poubelle pendant quelques années, justement sous El-Kabach. Oui, en fait, il essayait de rajeunir un petit peu, voilà, avec Arthur, Jean-Luc Delarue, etc. Nagui. Et en fait, en gros, tous les bénéfices que normalement, ça devait revenir à France Télévisions, c'est ce que j'ai compris, hein, j'espère que je me trompe pas, ça partait, en fait, dans les boîtes de prod, tous les bénéfices. Et en fait, quand la boîte de prod, ça fonctionnait pas très bien, l'émission fonctionnait pas très bien, en fait, c'était un peu France Télévisions qui mettait un peu dans les caisses. Oui, voilà. Donc, d'après la Cour des comptes, et je crois que parmi ceux qui ont enquêté là-dedans, il y avait Dominique Strauss-Kahn. J'ai trouvé ce nom. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Mais l'autre chose pour laquelle Jean-Pierre El-Kabach, et c'est la deuxième chose sur 3, pour laquelle Jean-Pierre El-Kabach, moi, m'a marqué, c'est parce qu'il était vraiment au service de Nicolas Sarkozy. Quand il était ministre de l'Intérieur, enfin, il était très complaisant dans ses interviews, et il cachait pas du tout sa proximité avec Nicolas Sarkozy. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait au bout du tunnel. Est-ce qu'il voulait être renommé encore président de France Télévisions? Donc, je sais pas, mais en tout cas, une grande figure de Europe 1. Mais en parlant de grande figure de Europe 1, en fait, c'était surtout les débuts de ces interviews qui étaient ultra drôles. Oui, les fameux murs. Mais oui, c'est de quelle couleur vous vouliez le mur. Marine Le Pen, vous n'avez pas honte. Mais ça, c'est les deux qui ont marqué. Mais en vrai, il commençait. Il avait une façon de. Ouais, puis il était vraiment présenté comme quelqu'un qui, je suis sûr que c'est le cas, qui était très littéraire, qui lisait beaucoup, qui faisait beaucoup de recherches avant ses interviews, mais moi je suis persuadée qu'il faisait beaucoup de recherches sur c'est quoi ça, qu'est-ce qui va être la première question, cette histoire du mur. Pour ceux qui savent pas, c'est de quelle couleur est-ce que vous voulez. Il commence une interview avec une personne qui présente une réforme des collectivités territoriales et il dit de quelle couleur vous souhaitez le mur. Alors, de quoi vous parlez, de quel mur vous parlez, de quelle couleur vous voulez que le mur y soit. Mais de quoi vous parlez? Le mur sur lequel votre réforme va se fracasser. Et en fait, ça, mais franchement, c'est du niveau de D-Fool sur Skyrock. Ouais. C'est vraiment, mais c'est genre... de la punchline le pur et dur. Mais oui, et je pense qu'il a dû travailler à savoir qu'est-ce qu'il allait lui balancer comme punchline. Et je pense que c'est plus ça, parce que on le dit qu'il travaille tout le temps, mais en fait, on dit aussi qu'il a une très bonne mémoire. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui était vraiment dans ses pantoufles. Et voilà. Puis moi, j'ai une petite anecdote un peu... avec El-Kabach, mais je le voyais tous les matins. En fait, il y a un moment où dans mon parcours de journaliste, ça a été un petit peu creux, donc j'avais un métier alimentaire et je vendais des chemises de luxe. Et il se trouvait que ces chemises de luxe-là, en fait, se trouvaient devant Europe 1. Et en fait, je voyais El-Kabach tous les jours avec son écharpe et son stabilo, je sais pas, et ses feuilles, aller dans le café qui s'appelait le Paradis, je crois. Qui sortait de Europe 1 et tout, mais tous les matins je le voyais, et si je le voyais ça veut dire que c'est bon, j'étais pas en retard au taf. donc l'horloge El-Kabach, quoi, donc voilà. Et tu lui as soufflé parfois des petites phrases pour commencer ses interviews Non, j'aurais bien aimé, mais bon, je me disais, vu que je cherchais du taf en tant que journaliste, et je me dis, est-ce que je squatte sa table au café? Et en fait, j'ai jamais osé, parce qu'en fait, ce gars-là ne m'attire pas. Enfin, sa façon dont il de faire le journalisme. Oh là là. La façon de faire le journalisme, je veux dire, ne m'attire pas du tout. C'est pas du tout ma philosophie d'être chien de garde. C'est que du copinage. C'était pas. Enfin.
En tout cas, on va dire dans toute la grosse fin de sa carrière, parce que j'imagine qu'il a commencé à faire des papiers, etc., mais à partir du moment où il s'est fait un nom et que son seul nom suffisait à être présent sur une chaîne télé, une radio, enfin surtout la radio, mais en fait tout ce qu'il faisait c'était faire des interviews. Et le reste du temps copiner quoi. Oui voilà c'est ça. Avec les politiques et puis voilà quoi. Mais vu la pluie d'hommages, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a été plutôt inoffensif pour les politiques je trouve. Enfin le copinage c'est clair qu'il est flagrant. Il y a Rachida Dati qui a tweeté qui disait que être interviewé par El-Kabach c'était autant une épreuve qu'une consécration. Donc bon ça veut tout dire quelque part. Mais qu'il y ait autant d'hommages, c'est juste que c'est dû à son grand âge et je pense qu'on aura le même nombre d'hommages, si ce n'est peut-être plus, pour Duhamel qui est encore plus complaisant moi je trouve que El-Kabach. Qui en parlait hier sur BFM justement à l'annonce de la mort d'El-Kabach, c'était un ami et tout, et aussi sur cette question de la première question était choc, moi j'ai jamais fait comme ça, etc. Enfin c'est deux personnes qui agissaient différemment. Et il y a eu l'hommage de Sarkozy où Sarkozy disait mon rêve en tant que jeune élu c'était d'être interviewé par El-Kabach, donc quand on a ce souhait-là, c'est que oui, en face, ça doit pas être très dangereux, quoi. Ça vole pas haut, mais il y a deux formes de copinage en plus, parce que quand on pense à El-Kabach, évidemment, on pense à Duhamel, et Duhamel, c'est vraiment là, c'est le copinage plus népotisme. Parce qu'il y a son neveu, pardon, je sais plus. Son neveu sur BFM. Son neveu sur BFM qui a sa propre émission politique. Je rappelle qu'il a 27 ans quand même. Oui, maintenant, oui, Benjamin. Benjamin Duhamel. Et je me dis, il a 27 ans. Ouais. 27-28 ans, maximum. Oui, parce qu'il y a même pas 10 ans, là, il avait fait sa petite émission de Sciences Po où il interviewait Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon l'atomise totalement. Je n'ai pas cette archive en ma possession, mais je rêve de l'avoir. En fait, lui, il est là, il interviewe Jean-Luc Mélenchon et tout en tant qu'étudiant, tout ça, et il essaye d'être un peu bagarreur, subversif, machin, et Jean-Luc Mélenchon qui sait très bien qui il a en face de lui. C'est vraiment, il y a toute une séquence où il fait, mais vous êtes la petite classe bourgeoise, évidemment que vous pensez comme ça, je vous en veux pas, vous avez été élevé comme ça, on vous a bourré ça dans le crâne toute votre vie, évidemment, mais c'est pas vous, c'est le système, et lui, il le démonte, et vraiment, t'as Benjamin Duhamel qui se liquéfie en face, l'archive est assez incroyable. Mais oui, mais en plus, c'est le fils de Nathalie Saint-Cric, en fait. Tout à fait, bien sûr. C'est BFM, c'est France 2. Ah, Louis, il tombe de sa chaise. Ah oui. Vous voulez pas faire un organigramme, là? Ah ouais, non, c'est... Il y a moyen. Si tu fais un arbre généalogique des gens qui dépassent pas le périph'. des gens de la télé, dans le milieu politique, etc., il y a des lignes qui se croisent. Ouais, c'est plus du népotisme, c'est de la consanguinité bientôt, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je ne fais pas partie de ce milieu. Je suis bien contente. Et donc, voilà. Donc, l'actualité de la semaine, ça va être El-Kabach. Okay, probablement qu'il nous a débarrassé des punaises de lit. On n'en parle plus. Si, on en parle toujours. Mais Toi, t'étais à Dakar encore il y a quelques heures. T'es arrivé avant-hier. Alors, je suis passé par la Suède, mais j'étais à l'étranger, on va dire. Écoute, on va pas chipoter, surtout donne pas ton itinéraire précis, on est évidemment sur écoute. Mais toi, quand tu m'as dit j'arrive à Paris, tout ça, tu es paniqué par les punaises de lit comme toutes les personnes. Alors, ouais, j'ai entendu parler de la psychose des punaises de lit, donc depuis hier, je prends le RER et j'inspecte quand même ce qui se passe, parce que bon, là où je m'assois, mais ce qui m'a le plus surpris, je crois, c'était quand, en sortant de l'aéroport, en fait... J'ai payé un pass Navigo pour tout le mois d'octobre, et en fait j'ai sursauté sur le prix. À 87 € le pass Navigo. Le point Pécresse. Il est arrivé relativement tôt, je trouve. Non, ouais. Mais il mérite d'être soulevé. C'est soit Pécresse, soit Hidalgo démission. Donc c'est l'un ou l'autre qui arrive en premier. Mais en tout cas, j'étais surprise, et même j'ai vraiment sursauté en voyant le prix. Et j'étais même sur le point d'appeler un agent pour lui dire, mais en fait je comprends pas parce que j'ai fait qu'un seul achat. Et... Comment ça, paiement refusé? Ouais. On peut payer en plusieurs fois. Ouais, voilà, c'est ça. C'est complètement ça. C'est la SNCF qui a dit qu'on pourrait bientôt payer les billets de train en plusieurs fois. Très pratique pour Noël et pour les vacances d'été. C'est une mesure de pouvoir d'achat, selon moi.
Non. Donc voilà, ce qui m'a le plus surpris, je pense, c'est plus le prix du pass Navigo que les punaises de lit qui au film. Moi, j'ai rien vu, perso. Hein. Et puis les punaises de lit, franchement, à New York, il y avait une psychose à New York il y a quelques temps. Là, je pense que Paris, c'est plus symbolique. Il y a les JO qui arrivent. Ouais. Donc là, c'est vraiment amplifié encore plus. Et puis les Français sont réputés comme étant crades quand même. Et à New par York, les le problème a Américains. été réglé en 2010, en quelques mois. Ouais. Et du coup, les propriétaires ont des choses beaucoup plus contraignantes à faire quand un logement est quitté, pour le traitement et tout. Apparemment, c'est plus carré que chez nous, où là, tout le monde se renvoie la balle, locataire, propriétaire, bailleur. Enfin, voilà. Bon, en France, en tout cas, c'est clair que c'est le propriétaire, parce qu'il faut prouver que c'est le locataire qui l'a ramené. Et c'est... Ouais. Mais hier, il y a Mathilde Panot à l'Assemblée qui a sorti une petite fiole avec des punaises de lit dedans. Et quelqu'un aurait dû taper dans sa main derrière et faire tomber la fiole et la faire exploser au sol. Voilà. Alors, il y a plusieurs gens qui ont dit sur Twitter qu'elle aurait pu la lancer sur sa gauche. Donc à droite de l'hémicycle. Ouais. Évidemment, voilà, cour jardin. Voilà. Côté cour. Côté de la droite. Mais moi, je me dis, n'empêche, son truc de punaise de lit qu'elle a ramené. Alors, je sais pas si c'était des punaises de lit vivantes, j'ai pas vu. Moi, j'espère quand même que c'était mort parce que l'autre, elle a ça dans son sac à main. T'imagines au moment de faire l'effet. Je prépare un gros coup là. J'ai ramené des punaises de lit et tout. Attends, vas-y, regarde. Elle sort la fiole, elle est ouverte, elle est vide. Merde. Moi, je veux connaître les instants qui ont précédé, les heures qui ont précédé. C'est, est-ce qu'elle a pris une petite fiole chez elle et elle est partie à la pêche, à la punaise de lit dans Paname? Est-ce qu'on l'a appelée en disant, Mathilde, voilà, j'ai une fiole avec des punaises de lit, est-ce que t'en veux quelques-unes chez toi? Elle s'appelle Sandra et tout, enfin. Sortie d'un métro, quelqu'un a ouvert son impair et elle fait, tu veux quelques punaises de lit? Du punaise de lit sitting le week-end pour les gens qui partent à la boule, enfin, j'en sais rien. Chacun sa passion. Mais c'est vrai, quand t'as des punaises de lit et que tu pars en vacances, qui s'en occupe? Voilà. Donc voilà, je sais pas comment, enfin, d'où ça vient en fait. Mais l'assistant parlementaire qui doit trouver l'échantillon, toute l'aventure. Comment sont parfois traités les assistants parlementaires avec des demandes de diva un peu des députés. J'imagine très bien Mathilde qui arrive, qui ouvre la porte, qui fait Roxane, tu me trouves des punaises de lit, s'il te plaît. Dans 20 minutes, parce que la séance commence dans 1 heure. Il faut que je vois à quoi ça ressemble avant de commencer. Mais c'est le style Mélenchon, parce que en plus, quand ils avaient enlevé les 5 € de l'APL au premier mandat d'Emmanuel Macron, il avait sorti ses courses. Voilà, il avait sorti qu'est-ce qu'on fait avec 5 €, etc. Et c'était la bagarre, parce qu'il y avait un chanteur dont le nom m'échappe là tout de suite, mais c'est Dutronc. C'est pas Jacques, c'est son fils. Thomas Dutronc, qui avait dit ouais, avec 5 €, j'achète des bananes bio. Sur Twitter, il s'est fait rentrer dedans. Mais ouais, le fait de ramener un truc un peu à l'Assemblée nationale comme ça, les courses pour 5 € et tout, et là les punaises de lit, c'est vraiment dégueu. Hein. Franchement, c'est dur. Je vois mal ce qu'ils auraient pu sortir lors de la loi examinée la semaine dernière pour conditionner le RSA à 15 heures de travail hebdomadaire. Je vois pas ce qu'ils auraient pu sortir. Hein. Ouais. Non, c'est pas très, c'est concret, en même temps c'est pas très concret, c'est pas très tangible. Mais c'est terrible. Le truc du RSA là. C'est horrible. Ouais. Mais le RSA, de toute façon, il y a tellement de trucs dégueulasses autour parce qu'il y a des trucs dont on parle pas, mais sur le fait que moi, je pensais en fait récemment au fait que parfois tu peux poser normalement. Je t'ai vu prendre des précautions pour poser la bière pour que ça fasse le moins de bruit possible. Le verre d'eau. Oui, le verre d'eau, bien sûr. Avec modération. Non, mais le RSA, les personnes qui sont au RSA sont fliquées, notamment sur leur compte en banque. J'ai un ami qui a pas eu son RSA en décembre parce qu'il a eu des sous à Noël de ses parents. Donc voilà. Et en fait, j'ai pensé à ça récemment parce que, comme vous le savez, si vous suivez un peu Millennium Tour, je suis en plein déménagement. Donc là, le dernier épisode, c'était au milieu des cartons dans mon ancien appart, et là, c'est au milieu des cartons dans mon nouvel appart. Et donc, je suis dans ces histoires de restitution de logement et de restitution de caution. Et je me disais, mais quelqu'un qui est au RSA et qui éventuellement lâche son appart, peut-être pour prendre un truc minuscule parce qu'il a plus les moyens et que on lui restitue sa caution, on lui sucle le RSA pendant 3 mois. Ouais. Ouais. J'ai pensé c'est à la ça, moyenne de calcul du RSA du coup qui. Oui, voilà. Ouais. Mais dans tous les cas, il va falloir travailler. C'est ça. Travailler puisque. Et donc la valeur maintenant, 15 heures de travail par semaine.
au RSA, les conditions d'application sont encore très floues. Mais autant trouver un contrat de travail à 15 heures, en fait. Ben voilà, exactement. C'est ça. Et Pourquoi faire une loi ? voilà, comme ça, ils se forceront à trouver un vrai contrat. Ouais. Ils arrêteront d'être des assistés, Arwa. Ouais. Et oui. Ouais. Il y avait l'affaire Chikirou aussi. J'ai hésité J'ai à en même parler. pas lu. J'ai hésité, mais l'article. pareil, moi je C'est suis demain le complément paumé d'enquête. par le truc. C'est demain le complément d'enquête qui a l'air exceptionnel. Oh, sur C'est jeudi, Chikirou, hein. ouais. C'est ça, ouais. Ah purée. Moi, je pense qu'il y a d'autres trucs à dire, de toute façon. Mais bon, l'enquête Non, il y du a des monde trucs était à déjà dire sur très salée. Chikirou. T'as des trucs à balancer? Ah non, moi j'ai rien à balancer sur Je sais qu'elle est toute petite, mais en même temps je fais 1m86. Donc tout est, Tout est est très relatif avec moi. Mais je l'ai vue une fois, elle était toute petite. Je me suis dit, ah ouais! Fait un peu penser aux personnes qui sont petites et très nerveuses et très. Comme Sarkozy. Je veux pas tout. Voilà, allez, voilà, je suis comme Sarkozy. Moi, Oui, j'ai ouais. croisé Sarkozy une fois. Ouais. J'ai croisé Sarkozy une fois dans un lieu où je faisais une presta de technicien audiovisuel, et il y avait une réunion à laquelle il assistait, et j'ai vu en câblant la réunion, il y avait déjà les petits présentoirs avec les noms, et j'ai vu marqué Nicolas Sarkozy. Je fais d'accord. Plaît-il? Et t'as regardé au sol, et il y avait un petit tabouret. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, je fais, putain, Sarkozy, ok. Et je reviens après la réunion, à la fin de la réunion pour décabler, etc. Et en fait, la réunion était toujours en cours, elle avait pris du retard, et puis jusqu'au moment, donc du coup, j'attendais devant la porte, jusqu'au moment où la porte s'ouvre, il y a des gens qui sortent, et d'un coup, il sort. Et il agitait l'épaule, mais vraiment, il est vraiment comme ça. Genre qui remet sa veste un petit peu comme ça. Ouais, je sais pas, il devait être un peu agacé, il était là comme ça, il avait vraiment son épaule qui tremblotait, et, Ouais. et il passait devant moi, il fait « Bonjour ». Il est vraiment très petit. Et pourtant, je suis pas très grand. Ouais. Donc j'imagine, toi, tu n'as jamais rencontré Sarkozy? Je crois pas, non. Je crois pas. Peut-être au mondial de... Peut-être que tu as juste pas vu. Non. Mais moi, j'ai vu Macron une fois au début. Une fois, je crois. Au début de. Au début de je ne sais pas, je sais pas pourquoi Comment j'ai dit ça, au au début. début mais de quand ouais, il était je- connu, ouais, quoi. c'était Souvent. au début Ouais. de son mandat. Ah, Si, de je mandat, l'ai vu ouais. au début de son mandat, parce que du coup, je présentais la présidentielle pour la BBC à Paris. Et en fait, je l'ai vu en vrai. Oui, bah, Rien que on ça. a tous Bagatelle. on a tous des petits jobs alimentaires. Voilà. Et en fait, je l'ai vu en vrai. Et en fait, il fait beaucoup plus vieux que ce qu'on voit à la télé. Il Ah est hyper. Je trouve qu'il est hyper ridé. Alors là, aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, il est très télégénique. Et je ne m'attendais pas, parce qu'il avait 44 ans, je crois, quand il était élu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un peu petit déjà. Ah bah, il en a presque 70 maintenant. Bah, c'est pas une blague. Mais En Macron- ressenti 85, je crois. Ah, Macron, Ah. putain, j'étais encore sur Sarkozy. Non, Ah non. non, pardon. Oh là là, pardon. J'ai Non, vu pas Macron. Alors Oui, peut-être non. que j'ai dit Sarkozy tout Bon, à l'heure, dans je sa sais tête, pas. oui. Ouais, mais Macron, oui, peut-être dans sa tête, sûrement. Ouais, Macron, il est plus vieux que ce Ah qu'on oui. voit à la télé. C'est impressionnant, en fait. Il y a beaucoup de journalistes qui sont aussi comme ça, hein, mais Macron, c'était la première fois que je voyais un truc pareil. Moi, François Hollande, je l'ai jamais vu. Macron, c'était Ouais, la première fois que je voyais un truc pareil. Ah, tiens. Donc voilà. Ouais. Les Hollande, persos en vrai. Toi, t'as vu des persos en vrai? Bah, j'ai Des fait des persos. photos. Quelle carte Pokémon j'ai fait tu as des- vu? J'ai fait des photos à l'Elysée. J'étais stagiaire en milieu d'études au service photo du Figaro. Ouais. Donc, service photo, t'es envoyé sur le terrain partout, tout le temps et tout, ce qui est vraiment très très cool. Et un matin, on me dit Louis, tout, faut que t'ailles à l'Elysée. Il y a François Hollande qui fait le Nouvel An chinois. Donc, je vais faire les photos du Nouvel An chinois à l'Elysée. Très bien. Et 2 semaines après, ou quelques semaines après, je ne sais plus exactement, mais c'était un stage de 2 mois, donc c'était court. On me dit, après les attentats de Charlie Hebdo, François Hollande reçoit Delil Boubaker, enfin le représentant de la communauté musulmane française et le représentant de la communauté Du juive française. CFCM, ouais. Et je me pointe. Et là, en fait, on est 3 photographes en pool. Donc le pool, c'est un événement important auquel la presse est conviée, mais vu qu'on peut pas accréditer tous les photographes de tous les journaux, il y a 3 photographes de 3 journaux ou agences Des différentes photos pour tout le monde, quoi. et qui vont Ouais. redistribuer tout ça. Donc, moi, je suis en pool, j'ai littéralement 19 ans, et je me retrouve là-dedans, et je stresse sa race. Parce qu'en plus, François Hollande, il connaît les photographes qui sont dans la pièce. Ouais. C'est des vieux de la vieille, ils suivent l'Élysée depuis des années et tout. Donc il leur dit bonjour et tout, ouais, ils me calculent pas. Et t'as 10 secondes, enfin 15 secondes pour faire des photos. Et au dernier moment, je stresse, je fais François, et là il se retourne, et j'ai mes photos avec le regard et tout.
et je me fais engueuler par l'huissier qui est devant la porte. En mode, vous savez, c'est le président de la République, on peut pas tellement s'adresser à lui comme ça et tout. Donc heureusement, ça filmait pas, c'était pas un truc en public et tout. Mais je me suis fait incendier ma race par l'huissier devant, avec sa petite chaînette et tout. François, tu descends! Et, non, mais c'était vraiment, non, c'était dit poliment, puis c'était, François, tu sais, un peu le gars qui stresse et qui se dit, si je rentre sans ces images-là, je suis foutu. Et voilà. C'était le moment ou jamais. J'ai eu ces images. Et Macron, je l'ai vu au Touquet. Au Touquet, bien sûr, parce que j'ai passé quelques vacances au Touquet, où j'ai un yacht et une maison de villégiature. Et un jet ski. Faire du jet ski, ouais. Et voilà, pareil. Ça, c'est à Brégançon qui fait du jet ski. Ouais, la mer est trop froide. Non, le Touquet, c'est trop froid. Si. Ça s'appelle le Touquet Paris Plage. Ah, excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas la géopolitique à fond, là. Ouais. Géopolitique des plages. Mais viens nous voir au Touquet. C'est charmant. Voilà, le marché, et puis voilà. Et puis, il y a la maison de chocolat de Brigitte qui a une succursale. Donc, voilà. Tout à fait. Bien sûr. Un autre sujet dont je voulais parler, c'est les élections à venir, là. Les élections passionnantes, c'est les élections des parents d'élèves. Alors ça fait rire. Ouais, ça fait rire. Mais évidemment, à part si on est concerné, les élections des parents d'élèves, on s'en fout un petit peu. Parce que, bon, c'est les élections des parents d'élèves. Mais cette année, ça prend une tournure un petit peu politique. Bizarre, parce qu'il y a l'association de parents d'élèves, Émanation de Reconquête, créée directement par Éric Zemmour, qui s'appelle Parents Vigilants, qui va présenter des parents d'élèves aux élections de parents d'élèves dans beaucoup d'établissements. Et donc là, c'est plus genre... oui, la FCPE. Ouais. Là, c'est bonjour. Alors, c'est la FCPE contre Reconquête, globalement. Donc, je sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, le truc de parents vigilants. Et du harcèlement il y a une histoire de harcèlement. J'ai lu des articles sur vraiment, en fait, l'association. Elle est très active, notamment sur Facebook. Et ça va inciter énormément au harcèlement des parents d'élèves envers les profs dès qu'il y a évidemment une histoire de cours de sensibilisation, éducation sexuelle, dès qu'il y a la moindre mention de quelque chose lié à une thématique LGBT dans un cours, mais même les oui, bon, ça il y aura toujours. Et même même le cours d'histoire de l'islam qui s'intègre au collège dans les histoires des religions, etc. Pareil, et c'est des lettres de menaces, c'est des choses comme ça, et c'est s'ils ont des représentants dans les conseils de parents d'élèves, ça devient un sacré dos. Ça va être terrible. À Amiens, l'année dernière, il y a un groupe d'étudiants, enfin d'élèves, de lycéens et de leurs profs de philo, je crois, qui devaient faire un terrain à Calais, donc auprès des assos, et voir un peu comment ça se passait. Et c'est justement Parents Vigilants qui ont fait des courriers et qui ont, pareil, des rumeurs montées sur Facebook exactement. en quelques semaines, en quelques jours même, où on va dire à nos enfants que l'immigration est une chance pour la France et tout, et voilà, et du coup ils pètent un câble, et c'est des menaces de mort sur les profs. Donc moi j'étais en lien avec certains des profs de ce bahut-là et tout, qui me disaient, ben là on est en arrêt maladie en fait. Enfin, on a peur de sortir de chez nous limite, parce que ces menaces, c'est pas juste un courrier vénère d'un parent d'élève. C'est des parents d'élèves dans toute la France, parce qu'après ils partagent. Par la oui, meute, voilà, c'est ça. Ils partagent. C'est parce que au début, ça va être un ou deux parents de la classe, du collège concerné. Sauf qu'après, ils postent ça sur Facebook. Ils partagent l'adresse du prof, où il y a même pas besoin de partager l'adresse du prof en fait, puisque à partir du moment où tu dis juste quel établissement et quel prof concerné, ils ont qu'à envoyer un courrier au prof à l'adresse de l'établissement. Et ils se retrouvent avec des centaines de lettres de menaces qui viennent de partout en France, quoi, de gens qui les connaissent pas du tout, qui disent vous ramenez nos enfants voir des migrants, c'est de la propagande, machin, quoi. Il y avait ça, et puis récemment il y a eu aussi en Belgique une affaire comme ça où il y a eu à peu près les mêmes théories complotistes autour des théories du genre, etc., qui ont envahi la Belgique, et du coup il y avait toutes les personnes
plus ou moins croyantes, je vais dire, mais extrémistes, je sais pas, mais en tout cas des personnes qui croyaient dur comme fer à ces théories du complot, comme quoi on allait enseigner la masturbation à l'école, la sexualité, donc tout ce qui était éducation affective, en fait, ce qu'ils appelaient l'éducation affective, et en fait les profs et les directeurs d'école, d'établissement en tout cas, étaient juste excédés et complètement dépassés, parce qu'en plus ils savaient même pas d'où ça venait cette histoire-là, mais en plus il y a eu des manifs, et puis pour en revenir en France, le mot de parent vigilant, pour moi ça me fait vachement penser à voisin vigilant, qui est un truc qui revient, je crois que c'est un marronnier juste avant l'été, et l'autre truc auquel ça me fait penser dans les villages dans les villes, voilà, pour faire attention au cambriolage, etc., voit souvent etc. la pancarte en dessous des noms de villages avec des écriteaux avec marqué voisin vigilant et un œil comme ça, qui te regarde l'œil de Sauron. Voilà, c'est ça. Et en plus, mais c'est clairement un truc un peu de comment on appelle ça, de milice, alors je dirais pas paramilitaire, mais de milice parapolicière, on va dire, un truc comme ça. Donc, voilà, mais clairement c'est des milices. Et l'autre truc auquel du coup ça me raccroche encore, c'est cette fameuse dame là qui surveille les pickpockets en Italie. Alors j'ai appris que c'est un phénomène européen en fait, de vigilance de pickpockets, et en fait il y en a en France, il y en a en Espagne. C'est la dame sur TikTok, bon ça s'est transformé en mème pas mal, mais voilà. C'est la dame qui d'extrême droite. Avant qu'on apprenne que c'était une énorme faf. Évidemment. Qui se mettait dans les lieux touristiques de Venise. Ouais. Et qui dit attenzione pickpocket, attenzione borse d'Atrici, je sais pas c'est quoi les styles italiens, mais c'était une grosse faf. Et en fait, à chaque fois qu'il y a ce mot vigilant, et en fait, il y a ce mot vigilant en italien, je crois d'ailleurs. Et à chaque fois qu'il y a ce mot qui revient, à chaque fois, ça se raccroche à un truc de sécuritaire, d'extrême droite et tout. Et voilà. Donc là, on est parti loin dans ma logique de rapport avec les parents d'élèves. Non, mais même, t'es pas parti si loin que ça. Hein. Je vois totalement ce côté, en fait, ce côté, comme tu dis, milice d'extrême, avec des motivations d'extrême droite, de milice qui n'est pas une milice, c'est pas des gens qui vont descendre dans la rue à plein pour faire la loi, mais il y a ce phénomène-là qui va se retrouver sur Facebook, on va dire, sur les réseaux sociaux, et qui va, y a le côté comme ça, on s'organise contre un ennemi commun, qui est plus grand que nous, comme QAnon, quoi. Enfin, c'est vraiment une logique qui est parfaitement similaire. Je suis pas spécialiste des fake news et des phénomènes de théorie du complot, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Et puis on voit même que pour le coup, dans la rue aussi, ces milices-là arrivent à se constituer parfois et à agir sans être trop inquiétés par les autorités. On le voit pendant les révoltes qui ont suivi la mort de Naël. Il y a eu par exemple à Angers, le Raid Angers, qui est un groupuscule d'extrême droite qui est sorti durant cette soirée-là pour choper et frapper des gens qui manifestaient contre les violences policières ou qui participaient aux émeutes. Aux révoltes urbaines. On a vu un autre groupe, je ne sais plus dans quelle ville, où il y a un régiment de militaires, enfin un régiment de l'armée française, où là il semblerait quand même fortement que ce soit des miloufs hors service qui soient sortis de leur caserne et qui soient allés choper des gens dans la rue. Ils les chopaient avec des serflex, ils les remettaient aux policiers, et interviewé par le Télégramme, je crois, ou par un média local, le commissaire de police local n'y voyait aucun problème. Il disait oui, c'est les gens qui sont venus vous aider, citoyens, et c'est la vigilance citoyenne. Écoute, donc je pense que en fait, si on laisse faire un peu, je pense, de plus en plus ce genre de trucs qui sont des meutes en ligne, je pense qu'il y a qu'un pas avant que ces gens-là se disent on n'est plus qu'en ligne, on l'est dans la vraie vie, quoi. Ça, je trouve ça un peu chaud. Et moi, je trouve que c'est un peu aussi c'est exactement cette démarche-là, de manière un peu à petits pas, de présenter des représentants de parents d'élèves, surtout que dès que c'est lié aux enfants, c'est toujours touchy, et c'est toujours il y a toujours un truc de sacralisme qui fait que qui fait que c'est un sujet sensible, et que parce que les enfants eux-mêmes n'ont pas le droit à autant de paroles que les adultes, donc par définition ils n'ont pas le droit de vote en plus non plus, donc par définition oui, c'est puis ça touche à la chair, au sang, à la lignée, donc c'est
Même plus que ça, c'est l'éducation. Et l'éducation, il y a un gros sujet aussi de pour vraiment revenir précisément sur ce sujet-là, des parents qui disent c'est à nous d'élever nos enfants. Enfin, contentez-vous, les profs, contentez-vous de leur apprendre les règles de grammaire, les maths. Et même pas l'histoire parce que ça devient déjà trop idéologique. Mais voilà, apprenez-les à lire et compter, mais pas à penser. Ça, c'est notre rôle et c'est pas à vous de faire ça. Mais c'est la porte ouverte en plus au révisionnisme, puisque Zemmour, il a l'air de dire que Pétain a sauvé des Juifs, mais non, déjà. Et donc du coup c'est surtout sur les cours d'histoire que ça va se friter, et c'est très inquiétant en tout cas. Les profs les plus harcelés par parents vigilants, c'est vraiment histoire, SVT. Et un peu ES aussi, tout ce qui est économie, tout ça, dès lors que tu vas enseigner du Marx. Ok. Ou des trucs comme ça, d'économie, économie et sociale, il y a social, donc forcément il y a de la sociologie, il y a de la politique, voilà. Ça touche à la politique. Avant de passer aux petites questions, aux petites devinettes, j'aimerais quand même qu'on revienne, parce que vous êtes tous les deux journalistes et pas mal impliqués dans des sujets touchy, on va dire, notamment vis-à-vis de l'État. Pour toi, Roi, État sénégalais, État français pour Louis. C'est ce qui s'est passé récemment avec Ariane Lavrieux, journaliste qui a été mise en garde à vue dans une enquête pour son enquête sur les Egypt Papers, comme on a appelé. Donc c'est en gros l'implication supposée de la France dans des assassinats politiques. J'ai pas tout bien compris, j'avouerai, le fond du truc, qui est quand même comme souvent dans ces histoires-là, faut se concentrer, quoi. Ouais. Oui, tu veux que j'en parle du coup? Ouais, je veux bien. Oui, du coup, vas-y, enchaîne. D'accord. Donc, Ariane Lavrieux, qui est aussi une amie accessoirement, a fait une enquête sur qui s'appelle les Egypt Papers, et qui démontre en fait comment l'armée française en fait a été mise à contribution sur une enquête, pour exécuter, dans l'exécution en fait d'opposants avec le régime Al-Sisi. La police, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une perquisition à son domicile, puisque Ariane est freelance, à son domicile, qui a duré 10 heures, et ensuite il y a une garde à vue qui a commencé. Les conditions de sa garde à vue ont été épouvantables. Ça a été aussi scandaleux, tout simplement parce que la police a utilisé des logiciels de décryptage de mots de passe pour trouver qui ont été ses sources sur cette enquête. Et donc ils ont saisi son matériel. Genre ordi, portable, etc. Voilà. Et ils ont en fait craqué. Voilà, ils ont craqué ces mots de passe. Okay. Il y a eu accès en fait à des pièces à conviction, et on a appris donc il y a un peu moins de 15 jours que les pièces allaient être reversées à l'enquête. Sauf que le secret des sources, c'est sacré. Et c'est pas nécessaire dans toutes les affaires qui ont eu lieu. Bon, moi j'en ai en tête une seule, mais j'ai pas trop de précision là-dessus. Mais c'est pas toujours nécessaire en fait que ces pièces-là soient systématiquement reversées à une enquête. Sauf que en fait, Ariane, ce qui est assez choquant, c'est que non seulement effectivement c'est dans le cadre de son travail qu'elle a été perquisitionnée, mais elle a été traitée comme avec les services qui sont normalement alloués à la lutte antiterroriste. Et c'est complètement disproportionné. On sait qu'Ariane, elle a été suivie dans ses activités, etc. Donc voilà, Ariane, elle est également secrétaire générale de Prenons la Une, et c'est une association dont je suis la porte-parole et qui fait la promotion des femmes dans les médias. Mais c'est vraiment... Enfin, nous, ce qu'on demande à Prenons la Une, et je pense à Disclose aussi, c'est que les charges soient complètement abandonnées par rapport à Ariane, et que tout lui soit restitué, et qu'il y ait, que l'enquête prenne fin. Enfin, en tout cas, que ce soit au Quai d'Orsay peut-être, en tout cas au ministère des Armées, de rendre des comptes. C'est pas à Ariane de rendre des comptes. Oui, c'est ça. C'est que là, ça a été l'information
du fait. Oui. Mais c'est le fait le problème, c'est pas l'information qui allait avec. Ouais. Et c'est pas parce que quelque chose est classé secret défense que c'est vraiment dans l'intérêt des Français. C'est le cas. Ici, je pense que dans l'intérêt des Français, c'est justement d'avoir plus de transparence. Et puis les journalistes, on est là pour être un contre-pouvoir. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le chien de gardisme de Jean-Pierre Elkabbach. Mais est-ce que Jean-Pierre Elkabbach aurait été capable de faire le même travail que Ariane Lavrieux, malgré tous les contacts qu'il a? Obviously, non. Donc c'est vraiment, c'est profondément scandaleux. Je trouve que ça en dit long sur le quinquennat, les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, entre les journalistes qui sont tabassés par la police aux manifestations des Gilets jaunes et pendant les émeutes, le soulèvement urbain qui a eu lieu suite à la mort de Naël, puisque Rémi Buzine s'est fait attaquer. Il a fait plusieurs séjours, il me semble, à l'hôpital en couvrant des manifestations. C'est insupportable ce qui se passe. Rémi Buzine, le pauvre. Mais oui, mais c'est... À chaque fois qu'il y a une grosse manif à Paris, mais on il est voit sur une le vidéo front. de lui se faire défoncer. Il est sur le front. Donc après, aux rédactions de réviser aussi les conditions de protection des journalistes, tant en ligne que sur le terrain. Mais là, c'est absolument inacceptable ce qui se passe. Enfin, comme je le disais, de toute façon, dans le monde entier, il y a la condition de travail des journalistes qui se dégrade et la protection des journalistes qui se dégrade. C'est le cas en Tunisie aussi. Il y a plein d'arrestations de journalistes en ce moment. Mais que ce soit la France, je pense que ça touche à un symbole qui est symboliquement. On dit tout le temps que non, ça se passe pas chez nous, ça se passe pas chez nous. Bah si, là, ça se passe chez nous. Donc voilà. Donc ça, c'était très choquant. C'était très choquant de recevoir des messages à 6h du matin, comme quoi une collègue, elle est pas en mesure de communiquer, elle est pas en mesure, on sait pas comment on veut lui venir en aide, etc. Donc là, il y a des manifestations, des rassemblements, etc. Mais enfin, c'était parfaitement insupportable cette journée, quoi. Donc il y a jusqu'à on a prévenu jusqu'à l'ONU à Genève. C'est complètement inacceptable. Toi, Louis, on parlait de Rémi Buzine, etc. Toi, t'as beaucoup été sur les manifs, notamment pendant le mouvement retraite. Ouais. Un peu avant les manifs, j'ai commencé à les suivre un peu en 2012-2013 au moment Ah oui, d'accord. Donc t'as pu voir aussi l'évolution. Du coup, t'as pu, tu peux avoir une évolution. L'évolution du maintien de l'ordre à la française, elle est quand même criante. Ça a toujours été un outil coercitif et un outil violent qui est l'apanage de la violence légitime dont seul l'État a la possession, etc., etc. Mais à partir de la loi travail en 2016, on a vu dans cette unique question du maintien de l'ordre, je parle pas forcément des violences policières qui peuvent avoir lieu dans les quartiers populaires, etc. Vraiment en contexte de manifestation, une gradation qui est de plus en plus, graduée vers le plus de la violence. Une gradation qui est de plus en plus graduée vers le plus. Je savais pas comment formuler ça autrement, mais ouais, qui est extrêmement violente. En 2016, pendant la loi travail, c'était le cas, avec plusieurs journalistes blessés. Pendant les Gilets jaunes, moi, j'étais pas en France à ce moment-là. J'étais correspondant au Maroc, donc j'ai pas suivi énormément. Je suis rentré ensuite. Mais ensuite, là, sur la question de la réforme des retraites, par exemple, et même dans les années qui ont suivi, donc la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Sivins, tous des contextes un peu comme ça on a un endroit qu'on veut tenir pour en faire quelque chose d'un peu idéal, etc. Oui, il y a une violence qui est de plus en plus prégnante, assumée, et voilà. Et envers les manifestants, tant qu'envers les journalistes. Ouais, c'est ça. Moi, je comprends pas qu'on fasse la distinction. Je comprends qu'on la fasse, mais à partir d'un moment, les personnes qui manifestent sont des citoyens comme les journalistes, et les journalistes qui sont là sont des citoyens comme les personnes qui manifestent. Donc, si les violences policières s'adressent aux uns comme aux autres, il faut les dénoncer et en témoigner et les montrer. C'est pas comme BFM TV qui bannit le mot violence policière pour une raison obscure en plus depuis quelques semaines. Je sais pas si vous le saviez, mais le terme violence policière, en fait, il est banni pas de France Télévisions, de BFM TV. On n'a plus le droit de l'utiliser, et ça c'est Marc-Olivier Fugel qui en a décidé. Je sais pas si c'est un rapport avec le fait que Dominique Rizet, il est plutôt proche, en fait, justement de... des sources policières. Marc-Olivier Fogel, qui est PDG de... qui est rédacteur en chef, directeur de BFM TV.
Oui. Et Dominique Rizet, qui est le spécialiste police-justice de BFM TV, sauf qu'il y a des photos sur Internet, on le voit en fait. Alors je crois que c'est une fête ou un congrès avec Alliance. Alliance. Donc on sait pas si, on en vient en fait à remettre en question l'indépendance de Dominique Rizet, parce que le fait est que BFM TV a besoin de sources policières. Donc ils sont assez proches de ces sources, et s'ils les contrarient, voilà quoi. Et ça touche un peu à la virulence un peu aussi de l'extrême droite, parce qu'il y a un sondage qui disait que 87% des policiers votent à l'extrême droite. Oui, globalement, ça se partageait entre Marine Le Pen et Zemmour sur le premier tour. Là. Ouais, voilà. Donc du coup, on est vraiment dans une espèce de virulence comme ça des syndicats policiers. Et puis à chaque fois que un invité disait le mot violence policière, et le présentateur qui essayait de modérer un peu en disant oui, mais il n'y a pas de violence policière parce que ça n'a pas été jugé, tatati tatata. Et en fait, voilà. Si on le dit pas à BFM, c'est sûr qu'on les entendra pas à CNews. Donc il reste que France Info. Mais France Info, c'est un peu l'État, etc. Mais je sais pas, même cette allégeance-là... Puis c'est le 27, c'est loin sur la télécommande. Trop loin. C'est trop loin. Il y a une autre image, moi, qui m'a fait rire, c'est l'autre spécialiste police-justice de BFM TV, qui est journaliste police-justice, c'est Guillaume Fard, qui a reçu... celui qui a des énormes cernes, là Ah non, ça c'est peut-être un général, c'est un ancien général, celui qui a des cernes. Non, il est assez jeune. Alors c'est probable. Et lui, Guillaume Fard a reçu la décoration chevalier de l'ordre du mérite, je crois, des mains même de Darmanin. Et du coup, il y a un petit post sur son Instagram qui est là, très heureux de recevoir des mains de Gérald Darmanin, une décoration. Donc je sais pas, je trouve ça un petit peu étonnant. C'est comme si un journaliste spécialisé éducation recevait une petite médaille de Gabriel Attal. Jean-Michel Blanquer. Ou Jean-Michel Blanquer avant lui. Feu Jean-Michel Blanquer politiquement. Feu politique. RIP Jean-Michel. RIP Jean-Michel. Je pense fort à toi, là, mais où tu te trouves. Mais oui, il n'y a aucun recul, en fait. Il n'y a aucune... pas nécessairement juste de prise de position, mais aucun recul critique sur le métier... sur le métier qu'on exerce. Enfin, si j'apprends que Guillaume Fard a reçu une médaille, je me dis mais ouais, c'est comme un toutou, tu lui donnes une médaille, tu lui donnes quelqu'un qui a fait un sucre. Voilà. L'héritage chien de gardisme d'El Kabash est là. L'héritage de El Kabash, on pense à lui, on lui rend hommage, et t'inquiète pas. Et bonne continuation. Et on lui souhaite bon courage. Et t'inquiète pas, Jean-Pierre El Kabash, tu es mort, mais beaucoup de chiots de garde sont prêts à prendre la relève. Voilà, petit ange parti trop tôt. Aucun problème. On va passer aux devinettes que je vous ai préparées. Sans transition. Après la dinguerie que j'ai dit en off. Vous l'aurez peut-être dans les bonus, si vous vous abonnez au 1000e tour sur KissKissBankBank. KissKix, c'est dur à dire, mais bon, bref. KissKissBankBank. Soutenez l'émission, bien sûr. Faites rouler la moula. Alors, à votre avis, qui... donc c'est une personnalité politique, bien sûr, qui a été convoquée au commissariat pour outrage à agent. Essayez de trouver qui, poser des questions. Un politique. Aymeric Caron. Non, alors, c'est pas lui. Non, lui, il a juste engueulé des profs. Il s'est introduit illégalement dans un établissement scolaire. Voilà. On ne tolère pas pour les parents de Zemmour, on ne tolère pas pour les autres. Est-ce qu'on peut avoir le contexte quand même ? Alors, oui, je vais vous donner le contexte. Le contexte, c'est il y avait un barrage policier, enfin pas un barrage policier, mais genre une zone un peu où on pouvait pas circuler. Alors, je crois que c'était quand je vais regarder tout de suite. J'ai mon petit lien, bien sûr, mais je crois. C'est un mec ou une meuf ? C'est un mec. C'est un mec. Ah oui, c'était pendant un jour de... Oui, non, d'accord. Ok, ça n'a aucun rapport. C'est juste le HuffPost qui précise un truc pour linker un autre article, mais ça n'a aucun rapport. Il était dans le secteur de la place Beauvau, donc c'est un endroit où très souvent les routes sont bloquées, évidemment, tout ça. Vous pouvez pas faire un détour comme tout le monde. Il y a l'Elysée, etc. Et c'était bloqué, et donc il est sorti de sa voiture, en gros, globalement, pour dire... ah blablabla, mais vous savez pas qui je suis, tout ça, enfin un truc comme ça, et apparemment, voilà, ouais. Donc c'est un homme politique. Antoine Léaumont, parce que pour le coup, oui, on ne sait pas qui c'est. non. Mais si on sait qui c'est, Antoine. Hugo Verdun. Un mec de gauche ou de droite ?
Plutôt de droite. Il a été quand il a été au gouvernement, et c'était à l'époque à droite. Aïe aïe aïe. Ça clash. À droite à l'époque. Éric Besson. Non, mais c'était sous ce truc. Ah ouais, sous ce gouvernement-là. Ouais. Vieux de la vieille. Fillon 1, je crois. Ah, un truc comme ça, ouais. Eric Woerth. Non. Ah. Un sarkozyste pur et dur. Alors, pas pur et dur, mais voilà, il a été ministre sous Sarkozy, effectivement. Alors. Retrouver. Moi, j'avais 12 ans, hein. C'est dégueulasse ce que vous me faites faire. Purée, mais Éric Besson, déjà, je le sors d'entre les morts. Alors là. C'est vrai qu'Éric Besson, j'y pensais plus, moi. Éric Besson, qu'est-ce qu'il devient, Éric Besson? Sûr, il est bien en vie. Je sais pas, il a des joues d'âme tarot, là, je m'en rappelle. Voilà, je vous aide, il était ministre de l'Éducation sous Sarkozy. Alors là, je ne sais pas. Pendant une période. Alors là, je ne sais pas. J'ai pas du tout la mémoire vive là-dessus. Et à la base, il est philosophe. Jules Ferry. Non, ça c'est le vieux qui a fait l'école Luc Ferry. Ferry. Luc Ferry, exactement. Mais oh, j'ai dit Jules Ferry. Non, c'est Luc Ferry. Purée, mais Luc C'est Ferry. Luc Ferry qui apparemment a pété un câble face aux policiers pour passer en voiture. 20 milieux sous les mers, bien sûr. Alors, il était dans un taxi avec sa fille à proximité de la place Beauvau. Il était en Ferrari. Et il était en ferry, peut-être? Non. Mais c'est parce que c'est sur l'eau, donc non. Ça passe pas. Ça passe pas, place Beauvau. C'est pour ça qu'il a demandé au conflit de se bouger aussi avec un ferry. Alors, il y a effectivement un rapport. Comme Jeff Bezos. C'était marqué jour de la rencontre de rugby entre la France et l'Uruguay, je voyais pas le rapport. Mais en fait, pas loin, il y avait une fan zone, en fait, du truc. Et donc, il y avait un dispositif de sécurité. Et il veut passer. Il aurait pas respecté les consignes de sécurité. Il aurait insulté les agents avec une faute d'orthographe dans l'article du HuffPost. C'est bien. Ok. Il dit, j'en ai rien à foutre. Je suis ministre de l'Éducation et je vous emmerde. Ça, c'est ce qu'il aurait dit. Punchline. Selon la version du policier. Puis, il aurait forcé le passage en traitant le policier de petit con. Mais selon... Donc on est sur un délit de fuite, on est sur un refus d'obtempérer là. On est sur un refus d'obtempérer. Caractérisé, monsieur. Alors... Aggravé. Et Luc Ferry, personne. Et apparemment, Luc Ferry dit non, et j'ai la personne que j'ai insultée, c'était pas le policier, c'était un passant derrière le policier qui se foutait de sa gueule. Ouais, génial, purée. Ah, lui là, derrière. Bon, excuse, ça tient ça en garde à vue. J'aimerais bien non, être au l'agent, procès. c'est pas vous que je lançais côté le molotov, c'était au bouffon là, qui était derrière là, et qui m'insultait moi en plus. C'était le mec au gauchiste là qui était derrière vous là, que je voulais dégager là. Tout pour vous aider, monsieur l'agent. Ça peut marcher. Il est fort quand même sur cette truc. Personne n'y avait belle pensé ligne de avant. défense. Ouais. Belle honnêteté du politique. Les yeux dans les yeux, je vous le dis. Question suivante. Quel macroniste s'est fait applaudir au cirque d'hiver au lancement du média d'extrême droite zémouriste Livre Noir? Hugo Clément. Oh là là. Oh là là. Tenté. Un macroniste. Je sais pas, moi je vois Ahmed El Khatmi. Non, Amin El Khatmi, pardon. Ah, c'est vraiment macroniste, genre en mode il est activement macroniste. Il est en poste, on va dire. Et donc il y a eu la soirée de lancement d'un média de méga extrême droite qui s'appelle Livre Noir, qui sont tout le temps à Châtelet. T'en as entendu parler un petit peu? Ouais, puis je les ai croisés lors de la venue d'Éric Zemmour à Calais, plus précisément à Marc, où ils le suivent partout en fait. L'un de leurs journalistes était anciennement journaliste pour un autre média d'extrême droite sur YouTube, donc j'ai plus le nom. Jordan Florentin, lui, il s'appelle. Et il suit Zemmour un peu partout en filmant. Et puis dès qu'il y a des gens de gauche qui disent « Mais Zemmour, casse-toi », il va les suivre, il va leur rentrer dedans un peu. Ouais, d'accord. Et il s'était fait... il avait failli se faire sécher par Yacine Bellatar dans un théâtre où lui, ce journaliste-là, était venu voir Yacine Bellatar, avait filmé, et puis il avait dit à tout le monde qu'il bossait pour Combini, en fait. Parce qu'il est un peu en jean, en basket et tout, machin, tout va bien. Et en fait, ils ont découvert que non, en blanc. C'était...
Il C'était avait un média. mis une casquette avec marqué swag dessus. Voilà. Il s'est dit, ah ouais, pour combiner C'est ça, les c'est un jeunes, jeune et tout, et- c'est bon, tranquille. Et bam. Donc non, livre noir, ouais, terrible. Donc ouais, ils ont fait leur une espèce de soirée de lancement et en fait il y avait il y a un macroniste Darmanin. Carl Olive. exactement, très Ah là bonne là. réponse. Le maire de Le- Poissy. Ouais, Aïe, aïe, aïe. Incroyable, non, Carl Ancien Olive. maire de Poissy. Oh, bah je pense vu qu'il non mais oui vu qu'il Tu est as député, il y a pas le cumul donc il est forcément ancien maire. Qui a Mais oui, fait oui. lors du Lui, il clash est, Sardou-Armanet une reprise des deux sur Twitter, incroyable, où il se filme en train de chanter et du Juliette Armanet et du Sardou. Ah bah c'est bien finalement, il est C'est bah ni de gauche ni de droite, tu vois, Voilà. genre. Carl Olive, Exactement. il est quand même sacrément perché. Il y aurait aucun problème à se considérer lui-même comme le toutou de Macron. D'après ce que j'ai Ouais. compris, hein, je pense que si Macron demain annonce J'adopte un chien. oui. Il va dire, moi par exemple, non mais si demain Macron annonce bon bah j'ai décidé d'envoyer une bombe nucléaire sur l'Italie, je pense que si on invite Carl Olive, il dira eh ben je suis tout à fait d'accord avec monsieur Macron. En fait, Carl Olive, il est à Macron ce que Manuel Valls était à François Hollande, je pense. Ou C'est en fait, genre- il est à Macron ce que Manuel Valls est à Macron aussi, je Ouais. crois, surtout. Ah oui, ouais, bah ouais. Non, mais du coup, pour cette histoire-là, Carl Olive était à la soirée de lancement de Livre Noir et il y a quelqu'un du coup de l'équipe de Livre Noir qui a dit c'est formidable, on a pu convaincre en 30 minutes un macroniste que il faut la remigration. Donc je sais pas trop ce qui s'est dit dans cette soirée, Oh, horrible. mais j'imagine qu'ils ont réussi à faire dire à Carl Olive oui, il faut faire ça. C'est pas mal Wow. votre idée là, vous me ferez une note pour le prochain conseil des ministres. Mon Dieu. Oui, il est que député. Ouais, que député Ok. pour Le jour où il sera nommé ministre, ça va être catastrophique. Ouais. Qui a dit à propos d'Emmanuel Macron, je suis le fiston qui essaye de bousculer les choses. Benjamin Duhamel. Sous-entendu le fiston de Macron. Le fiston de Macron. Il se fiston considère de comme le Macron, fiston de Macron Qui peut et qui dire essaye ça de bousculer les choses. Carl Olive. Non. Non. Il a pas dit Ça je aurait suis pu, le hein. toutou Bah de oui. Macron. Je suis le fiston de Macron. Gabriel Attal, vu qu'il a 15 Très ans. bonne réponse. Non, Oui, c'est C'est Gabriel vrai Attal. Tout à fait. Incroyable. Tout à fait. C'est Gabriel Attal. trop fort. Dans une interview un peu fleuve au Point. J'adore lire le point. Bah, Attention, oui, mais moi, c'est je cherche mes matin, sources, midi, point, je cherche soir, mes sources. point. On a les partout. refs, on les a pas. D'ailleurs, Aziz Zemouri du Point nous manque à tous. Oh là là. Ce Ah grand oui, journaliste cette de l'affaire histoire. Corbière-Garrido, Alors ça, cette histoire, c'est vrai que j'avais oublié. des quartiers à Lille avec des Et d'ailleurs, fausses calaches. ça a avancé sur l'implication de Lagarde sur cette histoire-là, parce que il y avait quand même des forts soupçons que c'était lui qui était à la manœuvre. Jean-Christophe Ah oui, Lagarde. exact, ouais, de qui avait Jean-Christophe Lagarde, tuyauté avec des ouais, fakes, tuyauté le truc de la fausse accusation de Garrido Corbière d'engager une sans-papier esclave. Alors là, non. Et Après, j'ai- ça y a a pas eu de disparu suite, dans c'est les vrai. langues Ouais. de... Il n'y a pas trop eu de suite là-dessus. Et je Mais pense qu'il doit y avoir un s'était procès. à moitié poucave lui-même sur Twitter en faisant une fausse manip. C'était une capture d'écran WhatsApp, Ouais, mais c'était horrible. Il a Il y avait encore un répondu, numéro. oui, ça oui, mais en fait, il avait répondu, ouais, quelqu'un avait posté un truc et lui, il pensait envoyer un message privé, il a répondu au tweet en disant, oui, j'ai vu, je suis sur le dossier, truc, Oh mon Dieu. et il a rapidement supprimé, mais pas assez rapidement. Mais comment est-ce qu'il se débrouille? Mais je me rappelle que d'ailleurs, Éric Besson, en parlant d'Éric Besson tout à l'heure, il avait fait un tweet à sa meuf. c'était un peu Avec toi. avec toi. Avec toi? Ce soir, je rentre du boulot, je suis épuisé. Ce soir, je me couche tôt. Avec toi, pour interrogation. Et c'était un tweet au Wink, lieu wink. d'un Mais c'est- message. C'était un peu le premier DM fail Ouais. de politique qui De sur existait. Twitter. Ouais. Et il y avait C'était les plus belles le- années de X, si je peux me permettre. Ah oui, on rigolait bien à cette époque. Il y avait aussi le Le fils de fils la... du ministère de de la la ministère Culture, qui avait insulté des darons Qui toute la défonçait. nuit avec le compte de... embrouillait tout le monde. Et... Mais là, il y avait plus rien qui allait, c'était chaud. En plus, il a fait ça toute la nuit, quoi. Oui, Et il le avait, lendemain matin, ça il leur avait qui piqué découvre il ça. avait piqué l'ordi ou le portable qui était connecté sur Ouais. le compte du ministère de la Culture. Il s'est dit, allez. C'était pas un enfant de 5 ans qui écrivait juste des lettres à la suite, quoi. Non. Il y en a d'autres 15-16 ans qui écrivaient des sacrés... Ouais, je crois un peu Ça moins fait quand truc. même. Hein. Je crois qu'il avait 13 ans, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais c'est aussi, ça aussi, cette affaire. Mais moi, j'aimerais bien attendre qu'il soit majeur et lui dire alors, c'était comment?
Comment est-ce que ça s'est passé à la maison après? Il va y avoir une interview de Combini, comme ils ont retrouvé le Baptiste qui fait du feu dans sa chambre. Ouais, c'est vrai. Ils aiment bien retrouver les gens. C'est dur. Ils pourraient retrouver Manuel Valls. Ah ouais. On a retrouvé Manuel Valls. Que devient Manuel Valls? T'imagines l'interview incroyable où t'arrives à Clip de télé, vraiment, tu lui dis bonjour monsieur Valls, on est trop content de vous avoir retrouvé. Qu'est-ce que vous devenez en fait? On va tourner ça sur l'unique angle. Qu'est-ce que vous êtes devenu? C'est clair. Qu'est-ce que vous êtes Comment devenu? s'est passé le reniement de votre père après que vous vous soyez présenté en Espagne avec la liste d'extrême droite? Interview croisée avec Damien Rieu dans ce cas. C'est Marlène Schiappa aussi qui est régulièrement reniée par son père qui est totalement communiste. Ouais. Ah ouais, c'est... Mais en plus, c'est des histoires de méchants de films, en fait, finalement, là. Chaque fois, ils sont reniés par leurs darons, par leurs camarades de classe. Après, ils font du mal aux gens gratuitement quand ils sont à la tête de l'État. Ouais. C'est moche. C'est dégueulasse. À la base, ils étaient gentils. Alors, dernière petite devinette. Il y a un homme qui a été interpellé et interné en psychiatrie. À votre avis, pourquoi? Ça a un rapport, évidemment, avec la politique. Il écrivait des lettres d'amour à Elisabeth Borne. Non, mais tu peux changer des mots dans ta phrase et il y a un truc du genre. Il écrivait des lettres d'insultes à Emmanuel Macron. Non. Moi, je dirais, est-ce que c'est pas l'érotomane qui suivait Cécile Duflot? Vous êtes bien informé. Non, mais... Ça aurait pu. Ah non, par contre, Cécile Duflot, c'était horrible. Ouais, c'était horrible. Il y a une histoire de comme ça. Alors... Je vais essayer de demander un peu plus d'indices. C'est peut-être un homme qui a acheté et lu tous les bouquins de Marlène Schiappa. Et c'est bien un motif d'arrestation. D'internement. T'as perdu la tête. Alors, est-ce que c'est pour avoir écrit des lettres? Ouais, c'est pas... Alors, je sais pas si c'est vraiment des lettres. C'était des tweets. Mais... Attends. Enfin bref, en tout cas, c'est des... il y a des histoires de coups de fil aussi. Enfin bref, il y a... D'accord. C'est un homme sur une meuf? Non. C'est un homme sur un homme? Ouais. Ok. Interné en psychiatrie. Alors là, c'est beaucoup... C'est... Waouh. Je sais même pas par où commencer. Des indices. Où habite l'homme en question? Où est-ce qu'il s'est fait serrer? Alors là, je sais pas si ça va vous aider, je ne sais pas quel est le parquet de Paris, non, ça ne va pas vous aider. Bon, globalement, c'est du harcèlement envers quelqu'un. Ok. Envers une personnalité politique. Ok, qui est élu? Un homme politique, du coup. Qui n'est pas élu, actuellement. Sur Manuel Valls? Non. Presque. Presque? Comment il s'appelle l'autre là? Non, si tu dis ça, c'est que c'est pas ça. Ok. J'arrive pas à poser les bonnes questions. Nicolas Sarkozy. Très bonne réponse. C'est encore Louis qui a la réponse. Toujours. Nicolas Sarkozy, il est à l'origine de harcèlement et de menaces de mort à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de son fils. Lequel? Parce qu'il y a un très mauvais DJ dans l'eau si le mec a passé un mariage de merde. Jean. Mais non, il a fait des trucs de hip-hop et tout, son fils DJ. Il paraît qu'il est producteur il était et qu'il est bon et tout, producteur. Producteur, c'est beau ce que tu dis. Oh là là. Jean Sarkozy, vous êtes ça un envoie producteur. du love. Non, mais il aurait passé un coup de fil à la sœur de Nicolas Sarkozy pour lui dire « Je souhaite la mort de Nicolas et Jean Sarkozy le plus tôt possible, qu'il meure. » Ok. Pas bonjour, pas merci. Voilà. Putain, les gens sont mal polis, quoi. Ah, mais mal polis envers Nicolas Sarkozy, quoi. L'ancien chef de l'État, âgé de 68 ans, on en parlait, 68 ans, dénonce plus généralement un harcèlement à son égard, alors que 2 procès l'attendent en France. À la fin de l'article. J'adore. Sans transition. La fin de l'article sur Ouest France, ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais on précise quand même que Sarkozy, il y a 2 procès qui l'attendent. Ça n'a rien à voir. À son égard, alors que 2 procès l'attendent en France en novembre et en 2025. Point. Fin de l'article.
Oh mon Dieu. Bah, pensez à ce pauvre homme qui aura tout le loisir de lire Le Temps des combats. Mon Dieu. Là où il se trouve. Ouais. Un super bouquin que je conseille. Ouais. Il pourra lire ça, ce serait bien. Ça pourrait être une condamnation, comme ça vous êtes condamné à 1 an de prison. Et à recopier 200 fois Le Temps des combats. Non, mais cette ouverture d'article, elle est quand même légendaire, franchement. Fermeture plutôt. Cette fermeture, oui, c'est une ouverture vers la fin. Enfin, je sais pas, bon bref. Oh, excuse-moi, les termes journalistiques. Pardon. Excuse. Non, mais normalement, j'ai compris. Le modèle, c'est un peu, genre, j'imagine que l'article est super court, mais normalement, le modèle, c'est genre les modèles AFP, où tu mets des éléments de contexte à la fin. Ce qui arrive souvent quand il y a des coups d'État en Afrique d'ailleurs, mais tu mets des éléments de contexte à la fin, et là, mais c'est n'importe quoi, ça n'a rien à voir. Donc je ne sais pas qui a écrit ça, mais je pense qu'il est pas très pro-Sarko. Ça se voit des fois. Un peu comme Fabrice Arfi. Moi, je trouve que parfois, Fabrice Arfi... Il y va un peu fort. Envers Nicolas Sarkozy, notre ancien président. Bien aimé. Quand même. Bon, alors c'est l'heure maintenant du jeu, et le jeu que j'ai préparé, je l'ai très peu préparé, figurez-vous, parce que j'avais pas le temps. Et du coup, avec le déménagement, c'est terrible. Donc je n'ai pas fait un très grand jeu, mais on va dire que j'ouvre un peu plus à l'imagination, puisque vous êtes tous les deux journalistes, très sérieux sur des sujets lourds, et je voulais en fait faire avec vous un petit RP de journalisme d'investigation sur un thème incroyable. Je sens que l'arc sur un thème très très dur, qui sont évidemment les punaises de lit. Oh. Les punaises de lit. Et du coup, voilà, je voulais vous demander en fait, voilà. Votre rédacteur en chef, qui a globalement une moustache et un énorme cigare, est dans son bureau et entre la démocratie. Ah non, je pensais pas à lui. Je pensais au mec qui veut les photos de Spider-Man. Ah il vous a convoqué dans votre bureau. Il vous dit là, bon, à Rouen, les trafics d'armes. Ok, bon, c'est bien, oui, voilà, t'as fait un bon papier, c'est cool. Louis, tout ça, les migrants, des exilés sur des bateaux, sur des trucs qui traversent l'Europe sans chaussures, etc. Très bien. Mais là, on a un sujet, là, c'est les punaises de lit. Alors, comment vous vous y prenez? Moi, déjà, appelle-moi Peter Parquet, parce que ça touche vachement les intérieurs, hein, comme domaine, ces petites bestioles. Ok, on part là-dessus. Peter du coup, moi aussi, il faut que je trouve un nom. Okay, moi, je serais April O'Neil, voilà. April O'Neil. Ouais, c'est la photo de profil de Twitter que je viens de mettre, et comme c'est un personnage de fiction, je vais m'appeler April O'Neil. C'est qui? C'est quoi? Tu sais pas qui est April O'Neil? Non. Mais c'est la journaliste dans les Tortues Ninja. Ah, mais incroyable. Alors, oui, okay. Mais oui, d'accord, oui, je me souviens de April, mais en fait, moi, je n'ai jamais regardé les Tortues Ninja, je sais pas pourquoi, quand j'étais petit, ça m'attirait pas, et du coup, je n'ai pas cette, mais quand j'entends les gens parler des Tortues Ninja, je me dis, j'aurais bien aimé aussi avoir cette ref de pop culture, parce que en plus j'aurais totalement pu, vu mon âge, mais je sais pas, moi je voyais ça passer à la télé, je zappais parce que je sais pas, ça m'intéressait pas spécialement. Ah ouais, ah purée, mais pourtant ça passait dans les minicums à 5h après l'école, tu pouvais pas y échapper en fait. Et il y avait le merveilleux générique Tortue Ninja, il y avait pas de rap très recherché les paroles. Oui, voilà. Mais donc au moins c'est clair quoi. Voilà. C'est comme Batman. Et donc du coup, April O'Neil, c'est la jeune journaliste qui les suit partout en mode night call avec les Tortues Ninja. À chaque fois elle avait tout le temps l'exclu. On dirait qu'il y avait que elle qui travaillait en fait. C'est pour ça qu'elle avait que l'exclu. Mais en tout cas, April O'Neil, à la base, dans les Tortues Ninja qu'on voyait dans les années 90, c'est une journaliste blanche. Et en fait, on a découvert, enfin moi j'ai découvert cette année en tout cas, qu'en fait c'était une journaliste afro-américaine. Ah dans la BD. Dans le comic, ouais. Donc D'accord. elle a été whitewashée. Parce qu'il y a eu, comme d'habitude, des gens qui se sont offusqués que April O'Neil soit noire dans le dernier film des Tortues Ninja, sauf que originellement elle est noire. Donc voilà, j'ai mis pas plus tard qu'aujourd'hui ma photo de profil d'April O'Neil, parce que en plus c'était un pseudo Twitter que je voulais prendre au début. J'ai hésité, mais bon. Et du coup, finalement, une photo tirée de la BD, du dessin animé ou du film? BD. Ouais, de la BD. Du coup, t'as mis la photo de la blanche du dessin animé. Histoire de... Non. Donc, moi, je vais m'appeler April O'Neil pour ce RPG. D'accord, ça marche. Bon, alors, qu'est-ce que
Voilà, vous sortez du bureau. Sortez du bureau, on vous a dit, ok, là c'est journaliste d'investigation. Quel axe, quel angle vous prenez? L'origine des punaises de lit. Salut April, t'as entendu ce qu'il a dit Pascal Praud à la télé hier sur les punaises de lit? Moi je pense que ce serait intéressant d'aller enquêter sur ce qu'il a posé comme question et tout. Est-ce que c'est les immigrés qui ramènent les punaises de lit? Et puis, mais je pose la question, mais arrêtez. Moi, je pose la question, je sais pas. Alors, bah ouais, je sais pas moi non plus, je sais pas quoi dire. Ok, bah du coup, vu qu'apparemment l'origine première, ce serait les métros et les TGV, bah on va enquêter. Nickel. On va voir un conducteur de... Ouais. Ok, on arrive devant le conducteur et tout. Monsieur le conducteur, je suis journaliste à Punaises de Lit Magazine. Où étiez-vous entre 16h et 17h30 hier soir? On m'a dit qu'il y avait des punaises de lit dans le coin. Ouais, je conduisais mon métro comme d'habitude. Et vous n'auriez pas vu ce genre de petite bestiole d'environ 2 mm? Qu'est-ce que c'est que cette fiole? Vous l'avez récupérée où? Dans le sac de Mathilde Panot. Et arrêtez-moi s'il en faut. Je transporte aucune punaise de lit dans ce putain de métro, ok? Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Pam, pam, pam. Je sais pas du tout où je vais avec RP. On s'est fait jeter à April. On va où là maintenant et tout? Y a personne qui veut nous parler. Franchement, moi je vais repointer à Pôle emploi. Le pigisme, c'est plus pour moi. Je sais pas. Attends. Je pense que il y en a un qui cherche des poux à Macron H24. Qui cherche des punaises de lit, voir. Manuel Valls a-t-il des punaises de lit chez lui? Allez, on y va. Elle est en conduite. Et vous arrivez au domicile de Manuel Valls. Bonjour Manuel Valls. Rue Keller, à Paris. Allô, bonjour. Ça balance son adresse comme ça en direct. Je crois que t'as plus là. Mais non, mais attends. Code AB69. Alors, petite aparté. Manuel Valls, avant, alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais... C'était ton voisin. Non, mais il habitait, il habitait à l'étage de la boutique Goéland. Pour les gens qui pour les gens qui sont pour les pigeons, pour les gens de ma génération qui aimaient bien les t-shirts de groupes de rock et avec des messages un peu politiques du genre truc anti-Sarkozy, mais il y avait pas encore ACAB en 2006 2007, bref, il habitait au-dessus, voilà, de la rue Keller, si les gens connaissent bien. Et du coup, comme quand Arwa était dans sa boutique de chemises de luxe et voyait El Kabach, toi t'étais en train d'aller acheter des t-shirts et tu voyais Manuel Valls à sa fenêtre. Non, même pas. Mais je l'ai su quelques années plus tard. Oui, parce qu'une fois il y avait une histoire de truc où il était à son domicile et du coup je voyais les reporters. Nous sommes devant le domicile de Manuel Valls. Mais non, pas du tout. Vous êtes devant la boutique Goéland avec les t-shirts de rock. Ils sont cons. Eux. Bon bref, vous allez voir Manuel Valls. Alors du coup, je joue Manuel Valls. Ok. Alors Manuel Valls, comme vous cherchez des poux un peu à tout le monde, on se dit que vous connaîtriez peut-être le réseau des gens qui mettent des punaises de lit partout. Donc, est-ce que vous avez des indices, des pistes à nous donner? Moi, j'ai rien. Je reviens d'Espagne. Je reviens de Barcelone, où j'étais conseiller municipal. duo de mes 3%. J'ai rien à dire. Je suis... Mais moi aussi, je suis nul en RPG. Moi aussi, je suis fatigué. Je sais pas où je vais avec cette histoire. Je suis nul en RPG, moi. Monsieur Valls, vous le voulez de quelle couleur votre matelas? Le matelas. Le matelas sur lequel il y a les puces de lit chez vous. Je vous pose la question, où sont les punaises de lit, monsieur Valls? Non, mais tu partais sur l'idée d'un trafic organisé. Alors là, tu t'y connais. Là, moi, j'ai dit ça. Oui, de réseau, en tout cas de réseau vraiment de trafic de punaises de lit. Peut-être que ça vient de là. Tu penses qu'il y a des histoires de contrats obscurs Ok, alors. T'es en train de penser à la personne des services secrets qui est en train d'écouter ce podcast là et qui se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, en fait, c'est un interrogateur déguisé, ce truc. C'est quoi le point rouge sur la tête d'Arwa là? C'est une punaise de lit, hélas. Mais imaginez, je meurs vraiment comme ça. On entend mais vraiment. C'est grave. Moi, je suis nul en RPG, mais on va quand même essayer. J'aurais dû m'aider de ChatGPT comme dans le premier épisode du 1000e tour. Mais voilà. C'est plus dans la vente de RPG. Dans la vente de RPG? Dans la vente de... Ah,
Mais RPG, c'est comme ça qu'on appelle des lance-roquettes, non? Je sais anglais, pas. sur les armements, tout ça. Oh là. Voilà, ouais. Oh là Je là, t'en prie. pourquoi on parle depuis de ça? Je parle de roleplay. Roleplay game, ouais. Un lance-roquette. Bah, ça s'appelle pas RPG en anglais, je crois, hein. Ah non, pas du tout. Ah si, RPG Weapon. Mais c'est Rocket Propane de grenade, bien sûr que si. Ah oui, des Dans grenades GTA de San Andreas, RPG. c'est ça. Mais moi, je parlais de roleplay game. Mais oui, mais c'est ça la blague. Mais oui. Mais j'ai compris. Bon, voilà ce que ça donne quand je prépare pas les jeux parce que je suis complètement... Moi, j'ai vachement rigolé. Ouais, bon voilà. On va pas dire que ça s'arrête là. C'est n'importe quoi. Non mais là j'ai manqué de préparation pour cet épisode. Vous le savez, je suis en plein déménagement, je suis overbooké. Oh. Mon déménagement a pris 3 jours au lieu de 1. On compatit. C'est très long. Mais c'est fini Et maintenant. c'est fatigant. Oui, c'est fini. Je suis installé. T'as encore de devinettes ou pas? Non. Oh. C'est triste. Voilà, c'est comme ça. Ça s'arrête là. Ça va. Et non, mais du coup, on va parler de ce que vous avez produit récemment. Bah moi je peux pas en parler. Tu peux pas en parler. Moi je peux pas en parler parce que c'est le principe un peu des enquêtes, c'est que justement on est un peu en sous-marin, donc je peux pas en parler. Tu vois, même ça je peux même pas t'aider. Mais alors non. Alors je sais de quoi on va parler. Tu parlais du coup de l'association Prenons la Une. Oui. Et ben voilà, parle-nous un peu de cet asso du coup. C'est une asso. Oui, c'est une asso. Okay. Donc, Prenons la Une. C'est une asso qui sert à mettre tout en œuvre en fait pour que les femmes soient mises en avant en fait dans les rédactions. Et il y a aussi il y a différents angles en fait d'attaque, si on peut dire. Dans cet assaut, c'est de lutter contre le cyberharcèlement avec un contact pour pouvoir être soutenu en cas de cyberharcèlement, en cas de harcèlement sexuel ou moral dans son lieu de travail. Donc c'est le pôle soutien. On a également en fait un axe de formation autour du traitement des violences faites aux femmes et des féminicides. On a aussi un angle dans ces formations du traitement antiraciste en fait avec des biais il y a toujours des biais racistes en fait dans les rédactions. On va un petit peu plus loin dans cet angle-là avec l'association des journalistes dont je fais partie aussi, l'association des journalistes antiracistes et racisés, l'AJAR. Je fais partie du conseil d'administration et on essaye de lutter justement contre tous ces clichés racistes en fait qui pullulent dans les médias une fois de temps en temps. Pas plus tard que hier, il y avait Marine Bausson qui, dans une chronique sur France Inter, avait comparé une journaliste de Public Sénat à Lilo dans Lilo et Stitch en faisant référence à ses origines asiatiques. Donc c'était absolument insupportable. J'ai pas vu ça. Ah ouais, non, c'est fort de café. Et donc du coup, voilà, on interpelle un petit peu... Mais attends, c'est qui la personne qui a dit ça, c'est quoi? C'est Marine Bausson, c'est une chroniqueuse, présentatrice qui fait partie en fait de l'équipe qui remplace Charline Vanhoenacker depuis la rentrée. J'ai plus tout suivi. Voilà, et donc du coup, c'est arrivé encore ce matin, donc on a des petites blagues. Alors là, c'était une chronique humoristique, mais souvent, c'est pas du tout dans un angle humoristique, c'est vraiment dans des angles journalistiques très marqués. Donc il y a eu la polémique de l'abaya à la rentrée. Ouais. Où là vraiment c'était sexiste et raciste ce qui se passait. Donc voilà, en tout cas Prenons la Une, j'ai le rôle de porte-parole et donc il y a des axes sur lesquels on travaille, c'est violences faites aux femmes, le traitement des violences faites aux femmes. Donc souvent on voit quand même des avancements. Donc on a par exemple des ivres virgule il tue sa femme ou des choses comme ça, ou il tue sa femme parce que il y avait des grumeaux dans les crêpes, etc. On interpelle vraiment les rédactions là-dessus. Ça c'est concret, ça se fait de moins en moins. Ouais. Du coup, les gens sont très sensibilisés, mais on continue quand même à s'atteler à d'autres problématiques comme le cyberharcèlement dans le cadre de son travail. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire pour ces deux associations que je soutiens et où je joue un rôle. Il y a un truc auquel je pense. Alors, je sais pas du tout si c'est un sujet dont vous avez parlé ou quoi, mais moi, ça, genre sur Twitter, très souvent les journalistes femmes
et en général jeunes qui sont à l'image, genre n'importe quelle, une qui est sur BFM, une qui présente la météo ou quoi, sur Twitter, va poster n'importe quoi, et quand tu vas voir les réponses, c'est une dinguerie. C'est vraiment, mais une foire à plein d'hommes dans tous les sens, des vieux, des machins, qui mettent des petits messages, passe une très belle journée, ma puce, mais même la meuf est chroniqueuse, enfin, et genre spécialiste police-justice, BFM TV, ou j'en sais rien, ou des trucs comme ça. Et c'est vraiment, mais que des messages de, en fait, il y a des fans de, et il y a des trucs où, des fois, je me perds un peu sur Twitter, où je tombe là-dessus et je me dis, je vais cliquer sur le profil de cette personne et regarder dans ses réponses. Et en fait, t'as des mecs qui passent leur journée sur Twitter à faire que des réponses parasociales, hyper amicales et tout, à toutes les femmes de la télé qui postent sur Twitter, que ce soit un truc d'actu ou juste enfin qui postent bonne journée, c'est très bonne journée machin. Mais bon, quelque part, je sais pas, là tu parles. Oui, mais des fois il y a du truc un peu creepy où c'est vraiment, où je me dis il y en a qui doivent, il y a des femmes journalistes ou présentatrices télé, etc., qui doivent péter des plombs en fait à revoir le même visage sur Twitter, le même compte. Comme tu parlais de cyberharcèlement, en fait, je pensais à ça. Est-ce qu'il y a un moment où ça peut partir en cyberharcèlement là-dessus? C'est pas le cas de figure qu'on voit le plus souvent. Le cas de figure auquel moi je pense, c'est celui de Rokhaya Diallo, par exemple, au niveau du cyberharcèlement. Ça, vraiment, le groupe du Printemps républicain, il est assez actif. Moi, il me sont déjà tombés dessus et c'était assez impressionnant la façon dont ça peut aller très vite, les notifications. Il y a un côté sectaire et milice, un peu comme ce qu'on parlait pour Parents Vigilants. Il y a un peu le même délire dans les sphères autour du Printemps républicain. Ouais, je sais pas, Louis, si toi t'as déjà expérimenté ça, même en tant que journaliste homme blanc valide. Mais ça part très vite. Homme blanc valide, moi, qui est identifié comme défendant. Comme woke. Comme défendant les migrants, en ayant bossé sur l'extrême droite en 2012-2013, 2014 sur le GUD, les jeunesses nationalistes, quand ils montaient à Paris pour défiler avec la manif pour tous, etc. Quand les photos sont sorties, après ça a été des tombereaux de merde, d'insultes, etc. Et c'est arrivé encore très récemment depuis. Quand j'étais correspondant au Maroc, à un moment, j'avais fait un papier, je sais plus sur quoi et tout, et pendant 4 jours, c'était toute l'extrême droite qui me tombait dessus, genre tu as renié ton pays pour aller t'installer au Maroc et tout, des trucs comme ça. Et de l'autre côté aussi, lors de la loi travail, à un moment, je suis en manifestation, un groupe de jeunes plutôt cortège de tête, plutôt déter. Et Mélenchon est dans la foule et ces jeunes-là lui balancent un œuf, tu vois, en mode c'est bon, casse-toi et tout. Le soir même, dans une chronique sur Culture ou sur Inter, le journaliste ou la journaliste dit Mélenchon s'est pris des œufs, et Mélenchon fait un post sur Facebook où il me mentionne directement en disant la rumeur part du journaliste anti-Mélenchon Louis Witter. Et pendant une semaine, je me suis pris des insultes et des menaces de mort de gens de la FI en mode facho et tout. Et là, mon petit cœur, il a fondu, il a fait moi. Comment tu peux dire un truc pareil? Et voilà, tout ça parce que c'était le journaliste Mélenchon, anti-Mélenchon Louis Witter et tout machin. Oh là là. Mais ça part vite. Ça part super vite. Ça part super vite. C'est impressionnant. Et il y a un engrenage. Bon, je reviens sur le cas de Rokhaya Diallo. En fait, elle vient en top tweet au bout d'un moment. Je crois que Usul aussi, c'est souvent son cas. Après, je crois que c'est 84% des femmes qui utilisent des réseaux sociaux qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement. C'est énorme. Mais quand ton nom arrive en top tweet, tu dis purée, mais qu'est-ce que j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Et en fait, c'est un vrai impact psychologique. Il y a un travail en fait de renforcement aussi au niveau de la loi
par rapport à ça, parce que bon, il y a eu une tentative avec Laetitia Avia, mais il y avait vraiment beaucoup de lacunes dans ce qu'elle avait proposé, et je crois que ça avait été retoqué par le Conseil d'État justement. Ces lacunes ont été retoquées par le Conseil d'État, mais en tout cas, c'est une vraie problématique qu'il va falloir qu'on pose encore et encore. Mais le rapport d'Amnesty International, alors je sais plus c'était quelle année, je crois que c'était avant le confinement, qui avait sorti un rapport où effectivement même les femmes racisées étaient encore plus exposées parmi les femmes, et donc du coup en tout cas les utilisateurs de Twitter, mais c'est de la folie. Et là Twitter ça devient invivable en fait, quoi qu'il arrive. Moi je sais pas vous, mais moi je vois énormément de comptes qui like mais c'est des bots qui like ce que je dis, mais ça n'a pas de sens quoi. C'est des ça se voit que c'est des trolls. Le fait que les comptes en Twitter Blue là oui. en souscription payante soient automatiquement remontés dans les réponses font qu'en fait n'importe quel tweet qui est suffisamment partagé pour qu'il y ait beaucoup de réponses, tu cliques dessus et il faut scroller longtemps avant de voir des trucs pertinents quoi. Et c'est des tombereaux de merde d'abord. Il n'y a plus de modération humaine, donc en gros sur pas mal de contenus antisémites, dès que tu signales, il n'y a pas de suite au signalement. Enfin, c'est devenu un champ de... Pas un champ de ruines, mais presque quoi. Même quand tu sélectionnes les raisons pour lesquelles tu veux signaler la chose, et souvent, moi je trouve pas du tout la raison exacte pour laquelle je signale le tweet. C'est très mal fait en tout cas. Et je sais pas si les gens sont vraiment sur Mastodon. Moi j'ai pas, mais j'ai basculé sur Instagram moi. Barquette de Lulu. Non, moi j'ai Mastodon. J'ai Blue Sky aussi, et je suis un peu pour l'instant je reste quand même beaucoup sur Twitter parce que c'est là où il y a le monde, et puis je sais pas, il y a aussi un côté on danse sur les ruines, enfin dans le village en feu, j'en sais rien, mais c'est du coup je m'en fous en fait, je balance n'importe quoi là en ce moment, après sur ordi je suis quand même assez préservé de ce qui est devenu Twitter, parce qu'il y a plein de petits add-ons qui masquent complètement les comptes Twitter Blue auxquels t'es pas abonné. Qui font du mass blocking sur des... Enfin bref, c'est un truc complètement épuré qui remet aussi les logos d'avant et tout. D'accord. C'est genre une espèce de petit monde de déni tant que ces trucs, tant que ces add-ons marcheront. Tout va bien. C'est un peu ça. Louis se cache les yeux et se bouche les oreilles pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas la couleur. Et voilà. Du coup, voilà, on a divagué, mais c'est ça. Et Louis, toi, ton actu, tes trucs à promouvoir, le bouquin qui sortira en poche en février prochain. Donc plus petit, moins cher, plus accessible, plus nombreux aussi, je pense, dans les librairies. Donc c'est cool. C'est un peu une consécration, le Pocket. C'est vrai. C'est cool. Non, je trouve ça bien déjà qu'il soit en plus petit format et tout. Et c'est bien vendu, tu le sais ou pas? Bon, pas trop mal. Je pense que si une poche le veut, c'est que c'est que du coup c'est pas un échec quoi. Moi je l'ai vu. Bon après, j'habite à Montreuil, donc c'est normal. Quand je vais dans une librairie à Montreuil, ça fait partie des livres qui peuvent se voir assez vite, mais non, mais j'ai été heureux. Il a eu un bon accueil à Calais aussi, mais auprès des habitants et des habitantes. Donc, ah oui, parce que ça les intéressait directement. Ouais, j'ai fait la sortie à Paris, mais la première rencontre en librairie que j'ai voulu faire, c'était à Calais. Donc avec les bénévoles qui témoignaient dans le bouquin, les personnes exilées qui habitent à Calais maintenant, mais qui témoignaient dans le bouquin, avec les habitants et les habitantes. Donc franchement, non, plutôt heureux. Je continue à y retourner parce que c'est pas un boulot qui est fini dans le sens où c'est pas une fois que le bouquin a été fait que la frontière s'est ouverte et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Oui, et puis t'es pas non plus dans un truc purement, on va dire, professionnel où tu te dis, ok, ce sujet-là, je l'ai traité, maintenant je m'ouvre vers d'autres horizons. C'est un sujet qui t'intéresse fondamentalement, et dès que même si on te file pas du boulot à faire là-bas, t'auras toujours un œil là-bas en fait. La curiosité de continuer à retourner, garder le lien avec les personnes qu'on connaît, naturellement quoi. C'est justement, c'est essayer de considérer, même en tant que journaliste, le monde et les gens qu'on rencontre pas comme des sujets et des objets, mais je sais pas, comme des relations humaines aussi, et
dont on raconte les histoires, donc dont on pique les histoires aussi parfois. Du coup, faut aussi le restituer en disant, je venais pas que pour ça, tu vois, genre. Ouais, complètement. Voilà. Mais toi, en plus, t'es allé là-bas, t'as vécu à Calais. Ouais. T'avais ton logement, tu faisais tes courses à Calais, etc. Ouais. C'était pas, du coup, des j'ai gens qui découvert pouvaient se dire, aussi, machin, c'est journaliste bobo parisien qui font qui... Non, t'étais... une volonté d'un boulot un peu d'immersion et de casser aussi, ça faisait depuis 2016 que je bossais à Calais. Et je pense qu'avant l'année 2020 où j'ai emménagé, j'avais toujours cette image de Calais, entre guillemets, c'est une ville de fachos, quoi, entre guillemets. Ouais. C'est une ville qui hurle très fort quand la question de l'exil et de l'accueil des étrangers est abordée en France. Les manifestations d'extrême droite qu'il y a eu en 2016, notamment à Calais, étaient horribles. Enfin, il y avait Pegida, ils ont brûlé un Coran avec un ancien général de l'armée. Enfin, c'était très badant. Mais en fait, on se rend compte que ces personnes-là, c'est peut-être un infime pourcentage de la population calaisienne, mais qui sait hurler très fort. Ouais. Et on se rend compte que la majorité des habitants et des habitantes sont juste... qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus ? Ça fait 30 ans qu'on habite là, 30 ans que des gens traversent notre ville dans le but de passer en Angleterre et de trouver un avenir meilleur. Parfois, on file des coups de main, mais au bout de 30 ans, forcément, il y en a qui baissent les bras et tout. Et il y a une partie aussi qui est extrêmement solidaire, depuis 30 ans, ou même dans les jeunes de mon âge, de 28 ans, 27 ans, quand j'y habitais, qui sont ultra déter, ultra motivés et qui continuent à se dire que s'il y a des gens qui passent dans leur ville, ils les accueilleront au moins pour le temps du passage, quoi. Okay. C'est la vraie France, ça, je trouve. C'est vraiment ceux qui crient les plus forts, c'est pas nécessairement la majorité, quoi. C'est souvent ça. Mais c'est ceux à qui là je remets en cause un peu le système médiatique dans son ensemble, mais c'est un peu à ceux à qui on va donner la parole en preuve, parce que c'est cool, ça fait de la bonne image. Là, les mobilisations Sauvons Calais en 2016 étaient menées par un petit gars de 17-18 ans, Kevin Reich, qui avait une belle svastika tatouée sur le torse, tu vois, enfin, tu te dis, c'est bien, ça fait de l'image, ça a de la gueule, un petit néo-nazi du Nord qui va... Et en fait, non, tu vois, c'est personne, ce type. Ok. Et on aurait pu parler aussi de Mayotte et tout, mais ça va faire encore... Et des coups d'État en Afrique. Ah, mais c'est vrai, on en a pas parlé. Ah, mais si, on en parle. On en parle parce que Arwa, en plus, je voulais je t'avais invité en disant, on va parler de ça, c'est un sujet, et on est parti sur tellement d'autres choses. On peut pas avoir parlé plus de Jean-Pierre Elkabbach et Emmanuel Valls que de ça. Non, parce que là, récemment, du coup, le dernier, on en est où, là? Ouais, c'est alors, ça. je vous informe qu'on enregistre quand même le 4 octobre, ok, donc l'épisode sera diffusé sans doute dans 3 jours, donc on a peut-être 2 coups d'état de retard, je tiens à préciser. Ouais, c'est vrai. Le dernier coup d'état en date, c'est le Gabon. Donc c'est en Afrique centrale. Oui. Là, c'est un coup d'état contre une famille qui régnait pendant 50 ans. Là, en fait, on s'aperçoit juste que le mec qui a fait le coup d'état, il fait partie de l'armée, de la junte militaire. Et en fait, le coup d'état arrive le lendemain en fait de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle qui forcément c'est n'importe quoi, on le sait, mais en fait le gars qui est à la tête de la junte en fait fait aussi partie de la famille Bongo. Ah bon? Oui, un peu de façon un peu éloignée, mais quand même. Ok, d'accord. Faut savoir que le père Bongo, Ali Bongo, parce qu'il y a Ali Bongo et puis il y a Ali Bongo Ondiba. Ouais. Si je me trompe pas. Omar Bongo, excuse-moi, désolé. Oui. Omar Bongo et Ali Bongo Ondiba. Oui. Et en fait, Omar Bongo, à l'origine... Qui est mort en 2015, un truc comme ça. En 2010, je crois. Ok, en 2010. Ouais, lui, il a 54 enfants. Oui. Et il y en a 2 qu'il a reconnus officiellement, donc c'est Ali et sa sœur, je vais y arriver. Ali et sa sœur, et le nom de sa sœur m'échappe là tout de suite. Mais en tout cas, au tout début, du coup, on avait dit que c'était peut-être elle qui avait fomenté la chose. Donc voilà, il a une famille assez particulière. Donc sa femme est française et donc là je parle de Ali. Et il a un fils qui était un peu pressenti, je crois, pour prendre la suite, etc. Mais le jour, même ça m'a vachement fait penser au départ de Ben Ali en Tunisie, parce que moi je suis d'origine tunisienne. Et en fait, on a découvert des mâles et des mâles et des mâles de francs CFA. Je crois que c'était 60 milliards, il me semble qu'on a découvert le lendemain du coup d'État. Donc c'était assez impressionnant. Et en même temps... Ça correspond à combien en euros?
Il faut faire 655. Faut faire alors 60 milliards. Oui, parce qu'en fait, divisé on par est toujours 655. on est toujours sur 655. En fait, on est toujours sur le cours du franc, quoi. Oui, en fait, on est toujours sur le cours du franc, cours de l'ancien franc à cours l'euro, du parce franc. que 655, moi je me souviens que 655, 957. Ouais, voilà. Ouais, c'était ça quand on est passé cette pub le millionnaire qui se répétait 655, 957 000. Oui, en fait pardon. 1 euro, c'est 655 francs CFA, donc je laisse les gens prendre le soin de faire 60 milliards divisé par 655 et vous aurez le chiffre en euros. Donc du coup c'est énormissime, hein, c'est des milliards d'euros. Donc du coup est-ce que je me demande pas si c'est 1000 milliards d'euros d'ailleurs. Bon bref, on verra. Donc il y a eu ça. Juste avant ça, quelques semaines avant, il y a eu le coup d'État au Niger. Pareil, c'était une junte militaire, mais là, on a le sentiment quand même que c'était un peu plus unanime, on va dire, parce que même les policiers étaient d'accord pour le coup d'État, même les pompiers étaient d'accord. Bon, voilà, le Niger, c'est un peu compliqué. C'était un pays plutôt tranquille. Il y avait pas trop de népotisme, si je me trompe pas, mais en tout cas, c'était la personne qui était à la tête du pays, c'était Mohamed Bazoum, et Mohamed Bazoum, on disait que c'était un petit peu un complice du président précédent, Mahamadou Issoufou. Bon, il y avait beaucoup de corruption aussi, donc voilà, mais c'était un allié de la France. En fait, il y avait une base militaire là-bas. Enfin voilà, il y a eu une escalade verbale entre Macron qui voulait pas que l'ambassadeur de France rentre, alors que la junte militaire lui a demandé de rentrer. Je suis désolée, je pars dans un tunnel incroyable. Non, mais c'est parce que ces coups d'État me fatiguent en tant que journaliste, parce que déjà ça arrive du jour au lendemain, et puis le Niger et le Gabon, c'est quand même genre le 3e pays qui fait le coup d'État. Donc en fait, quand c'est sur le point d'arriver et que tu te dis, dans les dépêches AFP, il y a toujours marqué mouvement d'humeur autour de la présidence. C'est que là, tu sais que ça va être un coup d'État, mais en plus des coups de feu entendus près du palais présidentiel. Voilà, allez. Exactement. Voilà. Et en fait, tu te dis en fait ton réseau il va éclater. Et le réseau que tu as d'opposants, etc., souvent il passe du côté de la force présidentielle, au pouvoir en fait finalement. Et donc du coup eux ils sont tenus par allégeance de ne plus parler. Et donc du coup c'est compliqué au niveau du réseau de personnes, de sources que tu te fais, etc., à qui tu peux parler. Donc en tant que journaliste, les coups d'État c'est assez difficile, je trouve. Et moi qui suis responsable d'une 13aine de pays, enfin c'est très compliqué. Avant ça, il y a eu encore le Burkina Faso, la Guinée, et le Mali, c'était pendant le confinement où là il y a des coups d'État dans des coups d'État. Donc voilà, la Guinée, c'est un peu, ils sont un peu hors, ils s'en foutent un petit peu de la Guinée là, les trois autres, le Burkina Faso, le Mali et le Niger veulent s'unir un petit peu. Très collés, Voilà, ils veulent s'unir pour lutter contre le terrorisme, etc. Mais ils s'en foutent complètement de la Guinée, ils sont complètement. Il n'y a pas une histoire tout récemment là sur le Burkina là mais tout récemment sur la personne du coup qui est au pouvoir. Je sais plus. J'ai vu ça. Alors je suis fatiguée. Oui, on est tous fatigués. Je suis très fatigué. Qu'est-ce que j'ai vu? Il limoge le chef de la gendarmerie près de Nana. Bon, non, je sais pas. C'est pas. Ok, tu as vu quelque chose, mais tu ne sais pas. J'ai vu quelque chose sur le Burkina Faso. Voilà. Ils ont failli refaire un coup d'État. Je crois que les gens n'étaient pas trop d'accord avec ce qui se passait au niveau de la junte. Ils sont jeunes en plus. Hein. C'est peut-être juste que ça fait 1 an en fait. C'est un an tout l'anniversaire. Rond. Je sais pas. En tout cas, oui. On est en 2023. On est en 2023. Ouais. C'était le 30 septembre, effectivement. C'était l'anniversaire du Burkina, du coup d'État. Ça devait être un truc comme ça, du Burkina Faso. Donc c'est Ibrahim Traoré, celui qui a pris le pouvoir. Parce qu'il y a eu 2 mini coups d'État au Burkina Faso. Donc il y en a eu un. Et puis après, c'est pas des coups d'État, puisque c'est un militaire qui a pris la place d'un autre. Et donc voilà, il y a tout un parcours. Ouais, c'est très compliqué. Le Tchad aussi, c'est compliqué parce que voilà, là c'est Idriss Déby qui est mort au combat, donc déjà tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il foutait au combat, c'est le président, si le premier privilège que tu te prends c'est de pas aller au combat. Et en fait il a été tué au combat, et en fait son fils il est arrivé, il est aussi militaire.
Et il y a aussi la trentaine. Ils ont tous la trentaine, hein. Ils ont tous notre âge. Moi, j'ai 34 ans. Ils ont tous notre âge, donc dans la fleur de la jeunesse. Donc ils seraient quand même tous 200 carats, plus ou moins. Mais bon, dans l'application, c'est compliqué. Et puis, il y a le président du Burkina Faso qui dit « Mais la Russie n'a jamais colonisé personne !» Bon, bah écoute, demande à tonton Google, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si t'as pas de conseiller autour de toi, c'est chaud quand même. Donc voilà, on en est en Afrique, en tout cas en Afrique francophone. Donc voilà, il y a aussi tout un truc dans les médias français qui disent « Oh là là, le sentiment anti-français en Afrique !» On dirait que c'est ce qui les inquiète le plus. Ouais, en fait, déjà, c'est très centré. Après le coup d'État, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils nous aiment plus ? Ouais, mais attends, frérot, vous les avez juste colonisés, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, mais non, c'est un peu tout le temps cette blessure narcissique bien française qui ressort à chaque fois. Alors que c'est pas du tout un sentiment anti-français en plus, parce que ils s'en prennent jamais aux Français qui vivent là-bas, mais c'est un sentiment anti-France. Et ça, c'est une nuance qu'il faut toujours apporter, je trouve. Voilà. Ben merci pour cette petite masterclass express sur les mouvements de pouvoir en Afrique. À votre service. Et où est-ce que... Alors, comment ça s'appelle déjà le truc pour lequel tu bosses ? Je l'ai noté, mais tu vas le dire plus vite que moi. C'est l'OCCRP, c'est Organized Crime and Corruption Reporting Project. Oh, sorry. Voilà. Ok, mais alors du coup, ça, c'est un média ? Oui. Ok. C'est un média et c'est un consortium de journalistes qui se trouvent dans le monde entier, en fait, en Amérique latine, en Europe. À la base, ils sont surtout spécialisés dans tout ce qui est corruption et crime organisé, plutôt en Europe de l'Est. Ok. Donc, on a énormément d'enquêtes sur justement les Russes, le pouvoir russe, l'oligarchie russe, etc., etc. Et ils font un travail colossal au niveau de l'identification justement de tout ce qui est kleptocratie. Nous, notre auditoire, alors c'est normal si vous êtes jamais tombé dessus, en fait, notre auditoire, c'est plutôt des décideurs politiques, etc. C'est eux qui... Parce que vous produisez du contenu, quand même. Oui. Vous en produisez aussi pour des médias ou pas ? Alors, on a des médias partenaires. On a des médias partenaires. Donc, par exemple, nous, on n'a pas de page francophone sur le site internet. Et on a Le Monde qui est notre partenaire. Qui va publier, voilà. La version française de l'enquête. Okay. Et puis, on a des médias partenaires aussi en Afrique qui nous suivent et qui relaient nos enquêtes. Ok, super. Donc, si vous êtes anglophone, vous pouvez aller sur le site de l'OCCRP. Voilà. Lire du contenu. Du coup, c'est principalement Afrique au final. Non, du coup, c'est dans le monde entier. C'est vraiment dans le monde entier. C'est dans le monde entier. Donc, je sais que par exemple, il y a des gens qui sont très passionnés par la Corée, mais on avait sorti une enquête sur comment les sectes coréennes se servent d'esclaves dans les îles Palau, Koh Lanta. Hop, voilà. On raccroche un petit peu aux choses. J'ai jamais regardé Koh Lanta. Ouais, mais ça fait... C'est pas vrai, les Tortues Ninja et maintenant Koh Lanta, mais c'est pas possible. Mais qui es-tu? Donc, je jouais à la Nintendo. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, moi je voulais ouvrir ma chaîne Twitch pour un peu vulgariser toutes ces enquêtes et tout, mais j'ai pas le temps. Je suis désolée, j'ai pas le temps. Je fais ce que je peux. Donc voilà. J'espère que ça va se faire bientôt et que j'aurai le temps et l'énergie bientôt et la connexion internet qui va avec, hein, parce qu'à Dakar c'est pas simple. Donc voilà. Okay. Et donc si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur les réseaux, parce qu'en plus il y a les présidentielles au Sénégal qui arrivent en février, voilà. Pour tout arranger, hein, bien sûr, en février prochain, 2024. Et plein d'autres pays africains aussi. Donc voilà, j'avais une newsletter sur aussi. Instagram, je vais essayer Barquette de Lulu, avec un K. Avec un K. Et tu es la personne qui poste le plus de stories de toutes les personnes que je suis, je crois. Je sais, c'est vidéo gag, mais franchement, quand je fais des investigations toute la journée, le seul échappatoire que j'ai pour l'instant, c'est Instagram, et c'est vidéo gag, Barquette de Lulu. Vous allez être déçus si vous cherchez de la géopolitique. Je vais essayer d'en faire un peu plus, mais bon, là, c'est... Louis, on te suit sur Twitter, sur X. Tant que ça dure encore. Tant que ça dure. Ouais. Instagram aussi pour les vidéos. Oui, Twitter, et les photos. Voilà, comme tout attaché. Tout attaché. Louis Twitter, pas mal. Trop marrant. Ok, et puis voilà, mais merci à vous d'être venus au millième tour. Merci à toi. Merci et n'hésitez pas, bien sûr,
toutes les personnes qui nous écoutent et à soutenir le podcast. Tous les liens sont dans la description. Merci à vous et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.